Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Dans le cadre de Bâton Studio, j'interviewe des personnalités sur leur spiritualité. Ici, nous parlons de fantômes, de croyances, de tarot, d'astrologie, d'amour, de substance et de magie. Dans cet épisode, nous rentrons dans l'intimité de Charlotte Vallet. Bousculeuse de conscience, elle multiplie les outils à son arc comme le coaching. Son objectif, vous accompagner à penser contre vous-même, pour penser par vous-même. Féministe engagée, elle se bat aussi avec passion pour la défense des droits des enfants. Investie et guidée par son cœur, Charlotte incarne une force intérieure redoutable, tout en restant connectée à une féminité affirmée. Je l'admire pour son parcours audacieux, pour sa capacité à allier féminité assumée à cette force intérieure indomptable qui lui est propre. Dans cet épisode, nous parlerons de son parcours, de ses croyances, de sa vision du monde et de la notion de destin qu'elle rebute. Je vous préviens, c'est une vraie bélier, à qui le péril ne fait pas peur. Son énergie verso la rend haute en couleurs, marginale, unique, avant-gardiste et captivante. Je vous souhaite une écoute douce et inspirante. Bonne écoute. Charlotte Vallet, qui es-tu? Alors, à savoir, je viens de le faire déjà. On a repris. Charlotte Vallet, donc ça c'est le nom de mon père. Ma mère c'est Zabo. Qui est d'origine hongroise. Mon père est français. Et moi je suis française, américaine, hongroise. J'ai 34 ans. Je vais avoir 35 ans le 21 mars. D'ailleurs, tu n'oublieras pas de me souhaiter mon anniv. Non, enfin, mon chouchou. C'est dans pas longtemps. Ouais, c'est dans pas longtemps. C'est noté dans mon cœur. Voilà. Et vous n'oubliez pas, vous non plus, ceux qui nous regardent. Non, ce sera... Moi, tu vas le sortir au mois de mai, non? Bah, pour l'année prochaine. Et pour l'année prochaine, voilà. Le 21 mars, c'est l'anniversaire de Charlotte. Voilà, le jour du printemps. Voilà. Ça a une vraie signification d'être née le jour du printemps, d'ailleurs. Hein. Ma mère m'a souvent dit, petite, tu es la première petite fleur du printemps. Et c'est drôle, moi, le printemps, c'est vraiment ma saison, quoi. C'est la saison de la floraison. C'est, je sais pas si je transpire des choses plus ouf ou pas à cette période, mais où je manifeste des choses plus dingues. Mais systématiquement, au printemps chaque année, j'obtiens tout ce que je veux. Il y a un espèce de truc de très fort pour moi au printemps. Parfois, je le mets en place en automne-hiver, mais ça éclot au printemps. Et j'ai des tonnes d'exemples à te donner, tu vois. Je sais pas... imaginons, j'écris un livre, on va souvent finir par me donner une date officielle de sortie au printemps. Je fais un prêt à la banque, c'est souvent au printemps que j'arrive à l'obtenir. Tout. Le printemps pour moi est une saison d'impulsion, vraiment, d'action. Mais c'est le cas. Et c'est le cas. Et c'est le cas du signe du bélier. On y reviendra après, mais pour te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas. Ouais, je fais du coaching aussi auprès des femmes depuis 9 ans. J'aime pas utiliser d'ailleurs ce terme, tu vois, coaching, je trouve ça un peu grossier. Je trouve que ça me parle pas. Mais en gros, moi ça fait 9 ans que j'accompagne les femmes à prendre leur putain de place dans ce monde. Tu vois. Pour moi c'est important parce que je trouve que la femme arrive vraiment au monde avec une dette émotionnelle très lourde de victimisation. Tu vois. Alors que l'homme arrive beaucoup plus au monde avec une dette de réussite sociale à tout prix, quoi. Je dois réussir, la femme, elle s'en sent incapable. Et autant je suis féministe, tu vois, mais j'en ai marre, moi, d'entendre toute la journée tous ces discours liés au patriarcat, dans le sens où si le patriarcat existe, hein, c'est un fait, mais si tu récupères toute cette énergie et tu l'utilises pour prendre toi davantage de place, putain, le monde, il serait... mais vraiment, vraiment beaucoup plus évolué, quoi. Et donc moi, j'accompagne les femmes depuis 9 ans à prendre leur juste place, avec un ego le plus juste possible, en fonction d'une colonne vertébrale, de ce qu'elles sont vraiment et pas de ce qu'on leur a transmis, appris, parce que tout ça, c'est de la foutaise, hein. D'autant plus quand t'as eu des parents blessés ou autres. En quoi une personne foncièrement blessée, qui t'éduque et qui t'élève pas, qui t'éduque par le biais de la peur, en quoi c'est une vérité absolue ce que la personne te transmet, tu vois. Donc tout ça, on nettoie. Et on prend une place beaucoup plus juste. Tu fais comment? Tu fais en one-to-one? Tu fais par groupe? T'organises des séminaires? Ouais. Ouais. Non, la question est bonne. Je fais à peu près 80% de individuel et 20% de collectif. Mais il s'avérerait que le collectif commence à me plaire de plus en plus. Et je pense que j'arrêterai l'individuel
ou du moins je le diminuerai, et les personnes que j'accompagnerai en individuel, j'ai envie d'accompagner moi de plus en plus de... J'allais te dire les personnes qui font la société de demain, mais de plus en plus... T'es nord en verso, toi. Exactement. J'ai envie d'accompagner de plus en plus de personnes d'activistes, tu vois. Des personnes qui ont des très grands combats, qui sont sociales, exactement, mais en l'occurrence qui ont du mal justement à prendre leur place, qui ont le message, mais qui n'ont pas forcément la forme, tu vois. Et de plus en plus, individuellement, j'ai envie d'accompagner des personnes dans cette direction-là. Je sens en moi, là, depuis la fin de l'écriture de mon livre, qui sort du coup en janvier prochain, je sens en moi un truc très activiste qui est en train de prendre sa place. Mais c'est ton honneur, il faut absolument que tu défendes le groupe. Et que tu sois, avec ton bélier, en fait, tu sois en tête de cortège, et que tu mènes les intérêts sociaux, en fait. Tu es là pour ça, pour défendre les intérêts du groupe. Ouais. C'est ton honneur, en fait. C'est exactement ça. Donc, mais je le sens de plus en plus. Hein. Ouais. Tu vois, c'est con à dire, mais... déjà, moi, je m'engage énormément pour les gamins de la DAS, donc je suis une ancienne enfant de la DAS. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours fait de façon très individuelle et dans l'ombre. J'ai pas eu besoin de filmer ça, j'ai pas eu besoin de transmettre des messages à foison et tout. Mais je sens de plus en plus que si, j'ai complètement mon mot à dire sur le sujet et que... En tout cas, je sens que mon année 2025 et 2026 encore plus, suite à la sortie du livre. Ah si, je pense que je vais prendre beaucoup de place dans tous ces univers justement d'activistes. Tu vois, c'est très fort en moi. Et je me sens leaduse. C'est exactement ça. Ouais. Est-ce que tu peux... donc tu fais du coaching en groupe et en privé, surtout auprès des femmes. T'as zéro mec ? Zéro mec. Okay. Mais non pas que j'ai exclu les hommes. Hein. Au contraire, moi je serais fière d'eux, tu vois, qui se disent putain, faut que je travaille sur moi. Dans mes débuts, il y a 9 ans, j'étais ouverte à... Enfin, mon activité était ouverte à tout le monde. Et en fait, j'avais un homme qui venait me voir sur 20 femmes, peut-être, tu vois. Et très souvent, je me rendais compte que l'homme qui venait me voir était influencé par sa mère, sa nana, sa grand-mère, sa tante, à venir travailler sur soi, tu vois. Donc déjà, c'est pas la même démarche. Et cette démarche-là m'a désintéressée. Et donc, de ce fait, la communication sur mon activité, sur ce que j'ai apporté, etc., est devenue de plus en plus féminine. Et en fait, naturellement, ça a exclu les hommes. Ce que d'ailleurs, je trouve dommage, hein, parce que... Parce qu'on les adore. Mais parce qu'on les adore, et parce que... Puisque ça, enfin, même moi, je vais te dire un truc, hein. Pendant très longtemps, j'avais mon yin et mon yang qui étaient assez déséquilibrés. Hein. Moi, pendant des années, je trouve que je me suis vraiment améliorée sur le sujet, mais pendant des années, j'étais à 90% yang, c'est-à-dire masculin, ouais, 10% féminin. Ouais. Donc en fait, moi, ma part masculine, je l'ai rencontrée. Donc à un moment donné, oui, bien sûr. Ta lune, elle est en Capricorne ? Ma lune est en Capricorne, ouais. Donc, soleil en bélier, lune, donc soleil masculin, lune masculine. Ouais. Donc ton féminin chez les hommes et ton masculin chez les hommes. Donc, ouais. Et puis je me souviens, t'avais beaucoup d'énergie. T'avais du Verseau, du Capricorne et du Bélier. Mais ouais, t'as des placements très martiens et très leader, très autonome. Des choses qui sont assez masculines. Et t'as bossé. Alors, en l'occurrence, j'ai bossé sur moi. J'ai toujours rencontré, je me suis toujours imposée de rencontrer, mais par médiocre. Pour moi, c'était... Tu sais, j'ai souvent dit que le travail sur soi, c'est l'acte... Enfin, c'est l'acte militant le plus puissant, parce qu'en fait, de travailler sur toi, automatiquement, tu rayonnes quelque chose de plus sain et tu transmets encore plus sainement au monde, quoi. Donc, je me suis jamais laissée m'endormir dans mes parties médiocres. Mais en effet, moi, pendant très longtemps, j'avais un déséquilibre yang à fond, quoi. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que j'ai souvent, moi, fait très peur aux hommes. Au final, de par ça. Parce que tu n'as pas besoin d'eux. Alors, pas besoin du tout. C'est-à-dire que... j'ai pas du tout besoin d'eux. En l'occurrence, j'aime les hommes, j'aime la rencontre, j'aime la conversation avec les hommes, j'aime la sexualité plus que jamais, j'aime le partage, j'aime l'amour avec un grand A, tu vois, j'aime ça.
Mais en termes de besoins du quotidien, bah non. Mm. Bien sûr que non. Et juste avant qu'on commence les questions du podcast qui sont nombreuses, je voudrais quand même... Enfin, on a commencé sur le bélier, mais on va y revenir. Mais en quoi tu voyais que tu leur faisais peur? Enfin, en quoi tu vois que tu leur fais peur? Parce qu'ils se barrent en courant ou... Je leur fais de moins en moins peur parce que vraiment, il me semble avoir fait évoluer, hein, tu vois, ces parties un peu médiocres. Encore une fois, dans un déséquilibre, tout n'est pas sain dans un déséquilibre. Hein. Quand les phases de vie où je leur ai fait peur, c'est que ça venait aussi faire écho à un déséquilibre en moi, tu vois. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas. J'ai des relations qui sont assez saines. En quoi je leur faisais peur? Bien sûr, ils se barraient en courant. Il y en a plusieurs déjà qui m'ont quitté et qui ont fini par revenir en me disant qu'en fait, ils avaient trop peur. Et en fait, je les ramenais à leur blessure de l'abandon. En fait, on m'a souvent dit, et ça c'est arrivé de façon assez récurrente, que le fait que je sois tant là, sans vraiment avoir besoin d'eux, qu'un jour ou l'autre que j'allais les quitter, quoi. Un de mes derniers copains avec qui j'ai passé 4 ans, c'est drôle, au printemps, donc tu vois, encore une fois, c'est ma saison. À chaque printemps, quand il me voyait nettoyer mes placards, etc., machin, il se cachait sous la couette. Et il me disait, oh là 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 là, c'est moi le prochain qui y passe, tu vois, le nettoyage du printemps. Il rigolait, tu vois, on rigolait sur ça. Il était persuadé que j'allais le quitter tout le temps. Et pourtant, je suis quelqu'un de très constante. Moi, je déteste les conflits, j'aime la communication, je suis constante dans ma façon d'aimer. Il y a pas de jeu, il n'y a pas de je t'aime plus, mais en fait je t'aime et puis je reviens pas, c'est très constant. Mais je pense que ce que je dégage, bah en fait, c'est beaucoup plus fort et beaucoup moins... C'est insaisissable, tu vois, je saurais pas te dire, c'est insaisissable. Dans ma façon d'être, je suis constante. Et ça, c'est ton côté Capricorne, parce que le bélier n'est absolument pas consistant. Ouais. Il est très fort pour démarrer des choses, mais il laisse tomber très vite. Donc toi, tu as quand même beaucoup de Capricorne qui donnent de la solidité et ta capacité à t'engager. Enfin, ça fait 9 ans que tu fais le même job. Enfin, tu vois ce que je veux dire, il y a quand même de... T'es endurante. Très endurante. Ouais. Et ça, c'est pas la qualité du bélier. C'est ça, et très, il y a de la constance, parce que même quand je pense à mes relations d'amour, j'ai eu ma première relation qui a duré 7 ans, celle d'après qui a duré 3 ans, celle d'après 4 ans. Je suis plutôt, mon activité pareil, ça fait 9 ans que je la fais, alors autant j'ai utilisé parfois différents outils dans mes accompagnements, parfois j'ai rajouté la partie corps, après j'ai rajouté de l'hypnose, mais en soi, l'accompagnement auprès des femmes, ça fait 9 ans, ça fait depuis 2016, quoi. Je suis vraiment endurante. Alors en l'occurrence, je suis capable tu vois, j'ai ouvert un lieu par exemple en 2022 qui était une coquille vide grave. J'ai ouvert ce lieu parce qu'en gros, j'accueillais chez moi et j'en avais marre qu'il y ait tant d'énergie qui passe chez moi. J'accueillais vraiment, vraiment beaucoup, tu vois. Il m'arrivait même parfois d'accueillir 10 personnes par jour, c'était bien trop énorme. Et à un moment donné, je me réveille un matin et je me dis, stop là, énergétiquement, moi qui suis une sensible grave, ça m'abîme. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faudrait que j'ouvre un lieu. Sauf qu'au lieu de voir les choses de façon humble, j'ai vu les choses de façon abondante, un peu, ça doit être mon côté américain. Je pars à la banque, ting ting ting, je voudrais ouvrir un lieu. Je fais un prêt de 120 000 € pour prendre un lieu en bail 369, d'ailleurs dans un quartier qui ne me convient pas du tout, c'est dans le 17e, mais côté bureau, tu vois, un peu sans âme, sans âme, mais beaucoup moins cher que à la base je cherchais dans le Marais, mais beaucoup moins cher du coup, tu vois. Et je fais un prêt, vraiment coquille vide, hein, je fais un prêt qui avait pour objectif de faire des travaux dans le lieu, de payer les 3 mois de caution, de payer les frais d'agence, et au final, j'arrive dans ce lieu, mon corps qui s'exprime comme jamais, le moment où je commence les travaux, mon corps qui commence à faire des crises d'angoisse, qui n'avait pas du tout envie d'être dans ce lieu. Et là où en l'occurrence je peux être très bélier, c'est que dès lors que mon corps et mon cœur ne veulent plus quelque chose, je ne reviens jamais, moi, à la notion de peur. C'est-à-dire que je veux plus, je me barre. Il n'y a pas de « mais non, j'ai quand même fait un prêt de 120 000 €, je dois à la banque tous les mois 2 000 €. » Et puis, ça n'existe pas. Si mon corps veut plus être là, je me barre. Et ça, je pense que... L'ego est très fort et pas dans le sens négatif. L'ego, il est là pour nous sauver. Ouais. Et le bélier, c'est l'ego. Hein. C'est vraiment... c'est le premier signe du zodiaque. Et il y a une vraie considération pour j'ai qu'une vie, c'est ma vie, c'est moi et c'est important, donc j'ai pas envie de passer à côté. Et ça, c'est très très bélier de voir à quel point l'ego, dans toute sa splendeur, tu vois ce que je veux dire, genre en fait c'est ma vie, je vais pas me faire subir ça, en fait je suis pas bien, je me casse, quoi. C'est ouf que tu dises ça, parce que c'est exactement ça. Je pense que d'ailleurs c'est ce qui me drive le plus moi dans ma vie, c'est ce que me raconte mon cœur, mon corps.
sans concession. Je sais pas à quel point tu pourras me dire, c'est toi l'experte. Moi, au final, je m'y connais relativement mal en astrologie, tu vois. Mais j'ai un truc, moi, dans ma vie, sans concession, sans compromis. Il n'y a pas de... Et je suis comme ça dans tout. Mais en l'occurrence, également dans les émotions et les sentiments. Je t'aime, tu le sauras. Il n'y a pas de oh non, j'ai peur d'être rejetée, donc je ne vais pas lui raconter ce que je pense. Je t'aime, je te couvre d'amour. Mais en l'occurrence, quand j'ai plus envie d'être là, il n'y a pas de demi-mesure. C'est-à-dire que, tu vois... Préparez-vous les spectateurs. À un moment, on va la voir se sortir du cadre hyper violemment. J'ai pas aimé cette chouquette, hein, je peux te le dire. C'est trop genre. C'est vraiment ça. Non, mais il n'y a pas de demi-mesure, quoi. Donc, t'es quand même fière d'être une bélier. Je suis dans l'acceptation des choses. Je pense que j'aurais été fière d'être n'importe quel signe astrologique. Je pense que n'importe quel signe... Ça, c'est vraiment bélier. Ah bon, bah voilà. C'est une réponse de bélier. J'aurais été fière, quoi qu'il. Quoi qu'il, j'aurais été fière de moi. Alors, il y a un truc qui est vrai. C'est que je suis très fière de moi. Mais c'est pas une fierté... tu sais, sur l'échelle Dawkins, qui est une échelle des émotions, qui classe les émotions par vibration, en fait, la fierté... Elle est assez mal notée. La fierté, elle est pas très loin de la peur, elle est pas très loin de la colère. Il y a quelque chose qui est un peu combattant, qui est tout ça. Je te parle pas de cette fierté-là, tu vois. Je suis pas fière, tu sais, la tête haute. J'ai beaucoup de... Tu parles pas d'orgueil. Non, je parle pas d'orgueil. De reconnaissance et d'amour de soi, quoi. J'ai énormément de gratitude envers moi-même et tous les jours. J'ai de la gratitude envers ce que je suis, envers même ce que je suis pas, mais sur lequel je vais travailler pour m'améliorer. J'ai de la gratitude de l'évolution de dingue, tu vois, que j'ai menée quoi, depuis l'enfance. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu ? Bien sûr. Ouais, bien sûr. Alors, vas-y, raconte. Alors, tu nais le 21 mars. Ouais. Ok. 1990. 90. Tu vois, 1990. Je nais dans une famille sur papier classique, père-mère, existant, tu vois. Ma mère malade, donc ma mère schizophrène, à l'époque ce n'était pas diagnostiqué, figure-toi. Sa schizophrénie a été diagnostiquée à la mort de sa mère en 2021, où de façon à pouvoir récupérer la curatelle avec mon frère, on a dû passer devant chez un psychiatre pour que le diagnostic se fasse, parce que tu peux pas devenir curateur de n'importe quel adulte. Il y a besoin de prouver quelque chose, tu vois. Mais jusque-là, il semblait qu'elle avait des symptômes de la schizophrénie, mais il en existe plus de 120 des symptômes de la schizophrénie, tu vois. Il semblait qu'elle avait ça, mais ça aurait pu être de la bipolarité, ça aurait pu être, j'en sais rien, une dépression chronique, enfin, on sait pas trop, tu vois, parfois la frontière, elle est petite. Bon, elle était schizophrène. Mon père bossait beaucoup, d'ailleurs, c'était le seul à bosser, ma mère bossait pas quand on était petit. Et donc on était dans un espèce de foyer assez absent. Mon père bossait beaucoup, ma mère existait mais elle n'avait pas toutes ses capacités à s'occuper de nous. Et on a surtout été au final accompagnés par le meilleur ami de mon père qui faisait partie du foyer, donc on habitait à 5. Mon frère, moi, ma mère, mon père et le meilleur pote de mon père qui nous permettait d'aller à l'école parce que c'était lui qui nous amenait chaque jour, etc. C'était une sorte de nounou à temps plein. En gros c'est ça. Ma mère un jour part du foyer familial parce qu'elle se sentait pas à l'abri dans ce cadre avec un autre interlocuteur qui est le meilleur pote de mon père. Bon. Et elle part avec nous, ces deux gosses sous le bras, et on finit à la rue. Quand même assez fou quoi. D'un foyer, on finit à la rue. Pendant 6 mois... Il y a eu de la violence dans le foyer quand même, non ? Bah, il y a eu de la violence psychologique, physique, mais tu vois, c'est pareil. Moi, j'ai grandi chez mes parents de 0 à 5 ans. Il y a ce que j'ai ressenti en tant qu'enfant, ce que j'ai vu, ce qui est réellement dit par un adulte, tu vois, ce qui est interprété par un adulte. Donc en fait, entre 0 et 5 ans, c'est très inconscient. Donc c'est difficile de venir poser des mots dessus, tu vois. Mais oui, il y a une certaine violence en tout cas, on ne va pas se mentir. Et donc là, ton frère, toi et ta mère, vous passez 6 mois à la rue. Ouais. Ok. On part 6 mois à la rue, de squat en squat, sous les ponts, dans des hôtels en partant en courant pour éviter de payer. On volait dans les magasins. Pour pouvoir bouffer, tu vois. On faisait la queue au Resto du Cœur. Enfin, vraiment des sans-abri, quoi. C'est vraiment le cas de le dire, des sans-abri. Et ce qui est ouf, c'est que moi, aujourd'hui, j'ai un truc très, très, très fort avec les sans-abri. C'est-à-dire que
malheureusement, il y en a de plus en plus, donc c'est compliqué de s'arrêter auprès de chaque sans-abri. Mais je sais que dès que j'en vois, ça m'interpelle, ça m'appelle. C'est quelque chose que je connais, tu vois, même si c'était que 6 mois. Je sais ce que c'est d'avoir froid, d'avoir faim, d'être invisible aussi, de se sentir invisible. Parce que le plus difficile pour un sans-abri, c'est parfois pas tellement le froid ou la faim, c'est vraiment l'invisibilité, tu vois. Les gens te regardent pas, ils ont pas le temps, ils prennent pas le temps. Et aujourd'hui, moi, je me sens très connectée aux sans-abri. Ça fait partie d'ailleurs de mes combats également, au-delà des enfants de la DAS. Il y a vraiment les sans-abri, je fais très souvent des maraudes, tu vois. Et au bout de 6 mois, on est retrouvés par les flics. On passe devant le juge pour enfants. Et on atterrit à la DAS pendant 3 ans. La DAS, ça s'est bien passé, hein. Non, mais tu sais, quand on pense à la DAS, on imagine toujours des Cosette, tu sais, Cosette à la DAS avec ses pauvres habits troués qui puent, tu sais, qui... Ouais. On imagine un truc un peu dégueulasse. Ouais. Moi, je kiffais. On était qu'entre enfants qui avaient vécu de telles difficultés qu'il n'y a pas de jugement. On a tous vécu la même chose, tu vois. Donc on se comprend. C'est des personnes très sensibles, conscientes. Encore une fois, tu vois, c'est des humains qui ont souffert et c'est comme ce qu'on se disait tout à l'heure en off. Pour moi, c'est essentiel de se laisser traverser et vivre la souffrance pour gagner en conscience de soi. Tu peux pas prétendre gagner en conscience de toi sous prétexte que tu lis 3 pauvres livres de développement personnel et tu vois, et en écoutant... Et tu fais une séance de yoga par semaine. Ouais, non, c'est pas possible. Au bout d'un moment, ça s'appelle du déni. Tu dois passer par la souffrance, tu vois. Pour moi, c'est comme, par exemple, l'opposé de la joie serait peut-être la tristesse, l'opposé de la nuit, c'est la lumière, du chaud, c'est le froid. C'est l'équilibre, le yin, le yang, bon, c'est l'équilibre. Tu souffres, tu grandis, quoi. De ouf. Putain, de fou. Et en fait... Plus tu chiales, plus tu grandis. Plus tu chiales, plus tu grandis. Et voilà, tout à l'heure, on en parlait un petit peu de l'amitié aussi en off. Pour moi, c'est très important aujourd'hui de m'entourer. On a la possibilité de s'entourer de qui on veut, tu vois, de mettre de la conscience dans les gens, tu vois, dans notre entourage. C'est très important pour moi de m'entourer de personnes qui se sont laissées traverser la douleur et la souffrance. Sinon, ça m'intéresse pas. On reste dans un truc un peu plat... et puis je trouve aussi... on n'est pas là pour faire figuration, on n'est pas non. Et vivant. Alors pareil, ça, je sais pas si c'est bélier, couplé à ma personnalité, à mon vécu ou autre. Je veux de la vie, tu vois. De la vie, de l'honnêteté, de la fragilité, de la vulnérabilité, de la force aussi. Mais pareil, on peut pas se prétendre fort si on n'est pas fragile. On est tous des humains, on arrive dans ce monde comme ça, hyper violent au final, donc... On est tous des fragiles et je pense que on trouvera de la force là où on assume notre fragilité. C'est la leçon de l'arcane de la force qui est un arcane majeur qui dit la vraie force c'est d'assumer sa vulnérabilité. Bon, il y a d'autres leçons, mais la vraie force c'est de dire tu sais ce matin en fait c'est moi qui t'ai volé 20 euros. Enfin tu vois, et là la vraie conversation commence. Ah oui, pourquoi? Parce que machin. Et là un moment fort se crée. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je sais pas pourquoi je dis 20 euros et voler 20 euros, mais je veux dire, d'avouer, écoute, je suis un peu jalouse de toi là. Ouais. Ok, le dialogue, et là, il peut y avoir un lien fort et quelque chose de fort peut arriver. Ouais. C'est la leçon de l'arcane. Dans cette violence, ce qui était doux, c'est qu'on n'était que des gamins qui avons vécu des choses très lourdes, très jeunes. Il y a eu de la violence physique, il y a eu des viols, il y a eu de la violence psychologique, il y a eu des parents parfois alcooliques, tu vois, des parents destructeurs. Bon. Et en fait, quand tu te retrouves là-dedans, on a tous vécu des parcours hyper douloureux très jeunes, ça soude grave. Donc on était des enfants très soudés, avec beaucoup d'intensité et d'entièreté, tu vois. Et surtout sans jugement, vu qu'on était tous au même niveau de souffrance. Après, donc nous on était dans ce foyer pour enfants, on était une quarantaine, mais la journée on se confrontait au monde, à la société, on allait dans des écoles publiques, tout ce qui est de plus normal, tu vois. Là, étonnamment, dans la classe, dans les différentes classes dans lesquelles j'ai été, là je remarquais la différence. Mais je remarquais pas la différence entre les enfants du foyer et moi, quoi. Et c'était quoi la différence entre les autres enfants? Je ne savais pas le nommer. Maintenant, avec du recul, je prends conscience.
j'étais hyper mature. J'étais hyper mature, tu vois. En fait, j'étais déjà dans des configurations et des considérations d'adultes. Il y avait beaucoup d'insouciance chez eux, mais ce qui est normal en fait, c'est juste le cycle de la vie normale, tu vois. Il y avait beaucoup d'insouciance, il y avait quelque chose de très pur, quelque chose de très lisse, là où chez moi c'était plein de vagues, tu vois. C'était, ouais, je pense principalement ça, mais ça je sais le nommer en étant adulte, hein. Petite, je me sentais juste différente. Et après, en termes de différence même physique, on était habillés souvent pareil, nous les enfants de la DAS, on n'avait pas beaucoup de tenues vestimentaires, on était assez pauvres matériellement. Mais donc assez libres au final. Non mais tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on était pauvres matériellement, on était libres. Et parce qu'à la DAS j'étais pauvre matériellement, aujourd'hui, la pauvreté matérielle ne me fait pas peur. Et c'est peut-être ça qui me rend très 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 libre au final. C'est que demain, mon appart peut brûler, tu peux me voler toutes mes fringues, mon chéri peut me quitter, et encore, le chéri c'est plus émotionnel que matériel. Le pauvre, le mec je l'ai rangé dans le placard, tu sais, en mode le vieux pull pourri sur le cintre. Il est littéralement cintré en fait. C'est vraiment ça. Et après, donc ça, tu sors de la famille d'accueil et ensuite tu t'es allé vivre chez ton oncle et ta tante. Exactement. Et puis tu t'es barré à 16 ans de chez eux, Ouais. et tu as commencé ta vie très jeune. 16 ans et demi, ouais, très jeune. Ta vie Ouais. d'adulte, Ouais. je veux dire. Mais dans la... Commencer ta vie très jeune, ça veut rien dire. Commencer ta vie d'adulte très jeune, à 16 ans. Très jeune. Ouais. Mais en fait, dans la continuité de l'adulte que j'étais déjà, au final. À 5 ans, moi, quand j'habitais chez mes parents, j'allais acheter du pinard à l'épicerie à mon père, tu vois. En fait, j'ai toujours été autonome, finalement, dans mes actions. C'est lunaire quand on pense qu'ils vendent à bouteille de vin à une gamine de 5 ans. Lunaire. Mais il faut pas oublier que c'était une époque où tout le monde fumait, tout le monde buvait, les gens fumaient dans des restos, il y avait une espèce de... L'épicier connaissait mon père, donc en fait, c'était l'épicerie du coin. Il connaissait mon père, donc il voit la petite Charlotte débarquer, bah, c'est le pinard pour papa, tu vois. Il y avait aussi ce rapport de proximité. J'étais pas une inconnue comme enfant auprès de cet épicier, quoi. Ouais. Mais j'allais quand même acheter le pinard de mon père, tu vois. Donc oui, 16 ans et demi, on peut considérer que je débute ma vie d'adulte, mais au final, dans une continuité de l'adulte que j'ai toujours pensé être et que je n'étais pas, en fait. C'était ça, la vraie histoire. C'est qu'en fait, j'ai surtout pas beaucoup été une enfant. Tu seras certainement à la fin de ta vie. C'est le Capricorne. Il naît vieux, c'est Benjamin Button, le Capricorne. Waouh. Il naît vieux, il meurt jeune. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une espèce de libération. C'est bon, le travail a été accompli. Maintenant, je peux rire comme un enfant, être insouciant. Et tu as ta lune, hein, c'est très très fort. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura... C'est comme le bon vin. Non seulement tu vas être de plus en plus belle, hein, tu seras une belle vieille. Oui, ça existe. Mais il y en a des tonnes. Non, mais je tiens vraiment à le dire. Il y a des vieilles qui sont sublimes. Et t'en as d'autres, bah non, ça a mal vieilli, quoi. Mais quand tu ouvres ton cœur et tout ça, et le Capricorne a la capacité de bien vieillir. Wow. Et surtout à gagner de l'insouciance et de la légèreté en fin de vie. J'adore. Donc, tous les Capricornes, sachez que faut pas avoir peur du temps qui passe. Bien au contraire. J'adore. Time is on your side, baby. J'adore. Mais tu sais que j'ai toujours rêvé, moi, d'avoir 50 ans, c'est fou. Enfin, quand je vois toutes ces femmes qui ont peur de vieillir et qui sont jeunes, tu vois, qui ont mon âge, qui ont 35 et tout ça, qui sont déjà l'âge. Moi, j'avais 15 ans, je rêvais d'avoir 50 ans. Et toujours pareil. Alors, j'aime mon âge. Mais la cinquantaine ou la soixantaine ne me font strictement pas peur. Je sais que je serai une putain de vieille, tu vois. Ouais. Et encore 60 ans, c'est pas vieux. Hein, donc, mais je serai une putain de vieille à 80 ou 90 ans, tu vois. Ouais. Je le sais. Je le sais aussi, mais j'ai un stellium en Capricorne. Ah, donc toi c'est pareil. Ouais, moi c'est pareil. Alors attends, on y va. Donc le signe astro, est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter sur le signe astrologique? Non, écoute, j'aime les béliers. J'ai une connexion en effet avec le bélier. Au-delà d'être bélier, j'aime les béliers. Je me suis parfois entourée de béliers. Et... Tu les trouves courageux? Je les trouve courageux, je les trouve vrais, je les trouve vifs. Ça, tu vois, c'est un peu... Je ressens, je pense, je dis, je fais. C'est vif, c'est droit au but, c'est essentiel, c'est simple. Alors étonnamment, j'ai passé 4 ans avec quelqu'un qui sortait un peu de cette idée du bélier. Il était bélier ascendant poisson. Ouais. Et le poisson venait un peu bouffer son bélier. Mais c'est le seul bélier rencontré jusqu'à présent qui
qui pour moi ne s'incarnait pas dans le bélier. Mais sinon j'aime le bélier, ouais. Je les trouve... Et est-ce qu'il y a un signe astrologique que tu détestes? Allez. Non, mais détester... moi, j'ai appris à pas détester grand-chose. Ça, c'est la réalité dans ma vie. C'est comme j'ai pas de haine envers les choses. J'ai pas de... Non, après, j'ai moins d'appétence pour les vierges, par exemple. Ah ouais. Bah ouais, mais bon, c'est comme ça. Hein. Les vierges. Pour leur côté peine à jouir, pour leur côté quoi? Côté peine à jouir, côté presque maniaque, un peu moralisateur, strict. J'ai du mal avec tout ce qui est trop cartésien et qui vient presque bouffer la sphère émotionnelle. Et souvent, ce que j'ai rencontré chez les vierges, mais pareil, moi j'aime pas trop les choses trop binaires ou dans des cases, et j'imagine qu'il y a des vierges très évoluées qui sont formidables, tu vois. Et tout comme moi, le bélier que j'étais peut-être il y a quelques années, il valait parfois mieux m'avoir en peinture qu'en vrai, tu vois. Donc bon. Mais j'ai du mal avec tout ce qui est trop terrien. Moi, j'aime... moi j'ai envie de toucher les étoiles, j'ai envie d'attraper la lune, je crois en quelque chose qui me dépasse de beaucoup plus grand que moi. Donc si tu me ramènes à un truc terrien, je me fais chier à mourir en fait, tu vois. Et c'est vrai que j'ai souvent associé la Vierge à ça. Après, pareil, ça dépend de ce que tu as vécu, d'à quel point tu as bossé sur toi. Tu peux être Vierge avec un stellium en scorpion, une lune en taureau, et là ça donne une personnalité, qui a envie de bien faire, qui a un sens du service. Enfin, tu vois, de toute façon, on a tous 12 maisons dans notre thème, et puis on a différentes planètes. On n'est jamais qu'une énergie. Tu vois, ça n'existe pas. Quelqu'un qui a toutes ses planètes en Vierge, toutes ses maisons, ça n'existe pas. Mais l'énergie de la Vierge, c'est pas celle qui te plaît le plus. Ok. Et le Bélier, ça serait pour toi, c'est un peu ton signe préféré, quoi. J'ai pas dit ça. Non, point d'interrogation. Point d'interrogation. Quel est ton signe préféré? Le Bélier. Tu vois? Attends, est-ce que c'est le Bélier? Bah, en fait, je porte beaucoup d'admiration. Je m'enlève de ce signe-là, tu vois, j'essaie d'être la plus objective possible, même si je le serais pas du coup. Mais je porte énormément d'admiration pour le côté très entier et loyal du Bélier. Mais quand je parle de loyauté, je parle pas de loyauté passive, tu vois, la loyauté de c'est mon ami, du coup c'est pour la vie, tu vois, ça c'est un peu passif, si la personne te nourrit plus, elle te nourrit plus. Justement, c'est ce côté-là, j'aime le côté écoute de soi du Bélier. Écoute de soi, entièreté, mouvement. Ouais, c'est ce qu'on disait, quoi. Ok. Qu'est-ce que c'est que le tarot pour toi, Charlotte? Grande question. Je l'utilise pas tant que ça déjà. C'est important de le notifier, tu vois. Je pourrais pas te dire grand-chose dessus, malgré le fait qu'on m'ait souvent tiré les cartes. Pour moi, c'est un super outil de conscience de soi, de connaissance de soi. Connaissance de soi, connaissance du monde, mais au même titre que l'astrologie au final, quoi. Mais peut-être... Tu me diras si je me trompe, hein, mais peut-être avec plus d'intuition. Il y a quelque chose qui est plus intuitif dans le tarot et peut-être plus scientifique dans l'astrologie. Après, un outil assez ludique, tu vois, mine de rien. Parce que outil, tout de suite, c'est presque un professeur qui utiliserait le terme outil, tu vois. Ouais. Il y a quelque chose de ludique pour moi dans le tarot. Déjà, c'est un jeu de cartes. Tu vois, quand tu regardes, c'est un jeu. Et puis quand je dis ludique, c'est parce que tu vois, peu importe de la carte que tu prends, il y a de la couleur. Ouais. Là, t'as de la couleur, t'as des formes. Alors c'est drôle parce que là, moi, je sors d'une expérience ayahuasca. Et alors, ce jeu, c'est quoi? Tarot-tot. Ok. Et ben, tu sais quoi? Toutes ces formes et ces couleurs, ouais. Pour certaines, c'est exactement ce que je voyais pendant mon trip. Donc en fait, c'est ça. Mais non, ça fait pas là, ouais. Non mais ça, ces arbres comme ça avec du jaune, du rose, tout ça, c'est ce que je voyais pendant mon trip, tu vois. Donc au final, le tarot était présent, voilà. D'une certaine façon, le tarot était présent pendant mon trip à ayahuasca. Donc tu t'es fait tirer les cartes plusieurs fois, tu disais. Ouais, alors très souvent, suite à un autre type de séance, par exemple, je vais voir un énergéticien qui me fait un soin énergétique et sur la fin, qui me propose de tirer une carte. Et ça, je l'ai très souvent fait. En effet, il y a souvent des thérapeutes qui m'ont accompagnée également par le biais de la cartomancie, quoi. Après, juste un tirage de cartes qui va durer 1 heure ou autre, pas si souvent. J'ai dû le faire 1 ou 2 fois. Tu vois.
Et qu'est-ce que est-ce que tu veux nous partager quelque chose qui t'a marqué dans ces expériences? Bah non. Attends. Ok. Non. Donc, Charlotte illustre vraiment le bélier. Eh ben non, en fait. Non, mais c'est tout le sujet, c'est que je peux pas te donner d'exemple. D'accord. Je dirais pas que c'est un... J'entends que toi, tu utilises, tu vois, les cartes. Mais nous, on a fait ensemble un thème astral, toi et moi, qui était extraordinaire d'ailleurs. Et je t'ai conseillé à la terre entière parce que ton thème astral est d'une justesse spectaculaire. Maintenant, je me suis assez peu tournée vers les cartes parce que justement, j'en ai pas souvent ressenti un effet si puissant. Je vais être honnête. Donc, j'ai pas d'expérience à partager, tu vois, sur le sujet. Super. Voilà. Mais j'aime la beauté de la carte, déjà. D'accord. Les dessins, les Et noms. t'as des jeux chez toi, tu disais. J'en ai, ouais. Qu'on t'a offert. Qu'on m'a j'imagine. offert. Ouais, Exactement, qu'on m'a offert, ouais. Ok. T'as quoi? Tarot de Marseille, Oracle de Béline? Tarot de Marseille et après, aucune idée. Ok. J'en ai 3. Ok. Est-ce que t'es spirituelle, Charlotte? À fond, même si je ne serais pas des masses le décrire, tu vois, la spiritualité, je pense qu'il peut y avoir autant de définitions que de personnes sur cette terre, mais moi je prie déjà tous les jours, matin et soir. Je sais pas qui, je sais pas quoi, mais je prie. Je me sens de plus en plus, et alors l'ayahuasca m'a encore plus menée à ça, mais je me sens finalement une petite chose dans ce gigantesque monde, et il y a un truc qui me dépasse, tu vois. Je sais pas, l'univers, les planètes, l'énergie. Et je prie beaucoup. Je prie pour l'évolution de ce monde, je prie pour une amélioration de l'humain, je prie pour ma gueule, je prie pour la cause animale, je prie pour la nature, pour les plantes. J'ai beaucoup d'amour pour les plantes et la nature. J'ai beaucoup d'amour pour les arbres, j'ai beaucoup d'amour pour le champignon. Bah, moi, je suis très fan des expériences psychédéliques, tu vois. Donc, j'ai beaucoup d'amour. Je prie le LSD. Je prie le LSD. Comment tu pries? Tu fais des demandes? Tu te concentres? Tu émets? Enfin, ça prend quelle forme? Déjà, je me mets dans la même position que quand je médite. Généralement, je suis assise, tu vois, vraiment les mains ouvertes, tu vois, pour vraiment m'ouvrir à cette chose de beaucoup plus grande que moi. Je ferme les yeux et oui, j'envoie. J'envoie énormément de demandes. Je manifeste énormément. Je manifeste. Et je crois beaucoup au pouvoir de la manifestation. Énormément. Que les pensées deviennent réelles. Tout le script que tu te fais intérieur finit par devenir réalité, pour le meilleur et pour le pire. Si toute la journée t'es dans tes peurs, t'es dans tes blocages, t'as la peur d'être abandonné, la peur de pas être aimé, la peur de pas réussir, la peur de je sais pas quoi, tu te crées cette réalité, cette vérité. Et quand à l'inverse, t'es dans un truc beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant, tu vas te créer une vérité différente, tu vois. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle moi je me suis beaucoup éloignée des personnes qui ont peur. Déjà, c'est une vibration qui est assez basse, sur la fameuse échelle Dawkins. Et en fait, consciemment, n'ayant pas peur, j'ai pas du tout envie de m'entourer de personnes qui me ramènent à leur peur terrienne alors que je les ai pas, tu vois. Et comme je manifeste des trucs toujours très grands, connectés au corps, au cœur, à l'âme chaque jour, bah en fait, moi, je me crée une réalité hyper grande. Donc, t'es spirituelle, évidemment, quoi. Ah ouais. Évidemment, en tout point de vue, d'ailleurs. Ah ouais. Est-ce que t'es superstitieuse? Non. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Le bélier. Okay. Non. Ok, la question suivante. Allez, question suivante. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Bah, peut-être rien. Mais moi, j'ai pas peur du vide. En fait, peut-être exactement la même chose qu'avant de venir au monde. Avant de venir au monde, peut-être qu'il n'y avait rien, peut-être qu'il y avait des vies autres, peut-être qu'il y a eu une réincarnation, peut-être beaucoup de choses, mais je pense que dès lors que tu finis par te libérer et trouver la paix durant ta vie, la mort ne fait plus peur et donc de ce fait, peu importe de ce qui se passe après la mort, tu seras en paix en fait, dans une continuité de la paix que tu as réussi à incarner durant ta vie. Donc en fait, je crois que je m'en fous de ce qui se passe vraiment après. Non mais tu vois ce que je veux dire, même mon enterrement, je m'en fous. De la façon dont il sera, tout ça, c'est l'ego, c'est...
Ce que je veux, moi, c'est vivre entièrement, puissamment, être le plus proche possible du cœur, de l'entièreté, de la vérité, de la douceur, de l'incarnation de soi, du partage, du mouvement, de la vie. Et pour moi, la mort, c'est l'équilibre de la vie. En fait, c'est parce qu'il y a la mort que tu peux tout simplement vivre. Donc, je suis heureuse pour ma part de me dire que la mort un jour viendra. Voilà. Après, si c'est demain, bon, c'est peut-être court, tu vois. Si je meurs après-demain, c'est peut-être rapide. Ouais. Bon. Mais à la fois, je disais ça à un ami récemment, pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti ça. Bien sûr, si tu me dis Charlotte, tu meurs dans 48 heures, bon, flemme, 48 heures, j'ai encore plein de choses à vivre, donc je trouverais ça dommage. Mais à la fois, c'est ok. J'ai une espèce d'acceptation de la mort, tu vois. À la fois, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est ok. La souffrance physique, j'ai pas forcément envie de mourir égorgée, tu vois, un peu flemme, bon. Égorgée où tu sens que t'asphyxies et tout, non, ça j'ai pas envie. Mais tu me mets une belle mort dans mon sommeil dans 48 heures, c'est ok. J'ai pas ce truc de maîtrise de la vie, tu vois, la vie a encore besoin de moi, ou non, elle a pas besoin de moi, la vie, tu vois. Okay. Je crois en la réincarnation, typiquement, moi j'ai fait beaucoup d'hypnose régressive, et dans la technique de l'hypnose régressive, justement, on te propulse beaucoup dans tes vies antérieures. C'est drôle, en fait, tout le parallèle au fait que je sois bélier, etc. Moi, dans mes vies antérieures, j'ai toujours été... par exemple, j'ai été une combattante espagnole qui est finie par mourir dans mon sang pour justement sauver le pays. J'ai toujours été assez engagée. Peu importe de la vie antérieure que j'ai eue, tu vois. C'est fou, hein. Ouais. Toujours. T'as un nœud sud en Lion, donc ça veut dire que quand même, il y a effectivement un truc un peu royal dans tes vies d'avant. C'est-à-dire combative, mais aussi reconnue, exposée. Tu vois ce que je veux dire c'est un outil de l'astrologie qui parle de réincarnation, c'est le nœud sud et le nœud nord. Et il y a d'autres outils. En numérologie, par exemple, ton numéro karmique te dit où est-ce que c'était, machin et tout. Est-ce que tu as déjà vu des fantômes ? Oui, des esprits, ouais. Tu nous racontes ? Ouais. 2 fois. Mais alors c'est drôle parce que ça a été 2 fois dans des vraies périodes de vulnérabilité. Vulnérabilité grave, quoi. Et on m'a souvent dit que tu avais la possibilité de les voir dans des moments de vulnérabilité ou de fragilité. Que tu me diras, toi aussi, ce qui s'est passé de ton côté, mais en gros, qu'ils venaient pas te rendre visite dans des moments de vie où tu es dans ta force, tu vois. Et en fait, la première expérience, c'était en 2014. Je rentrais d'un tour du monde que j'avais mené toute seule. Et le retour en France a été hyper douloureux. Vraiment, j'étais dans ma fragilité la plus extrême. L'expérience en elle-même du tour du monde a été magique. Mais à la fois, la solitude qui a duré 16 mois m'a vraiment fait remonter beaucoup de souffrances de l'enfance. Beaucoup de blessures de l'enfance. En plus, en parallèle, j'étais dans une psychanalyse depuis plusieurs années. La personne d'ailleurs je l'avais de temps en temps au téléphone, même en voyageant. Donc la psychanalyse en parallèle du tour du monde où j'étais toute seule avec vraiment la confrontation à d'autres cultures, à d'autres façons de penser, à d'autres types d'émotions, à d'autres langues, à d'autres... Waouh quoi, ça a été très intense. Et quand je rentre ici, je me sens très seule, je me sens hyper seule, tu vois. Et 2014, canicule, mois d'août, je dors chez ma tante. À l'époque, j'étais encore en contact avec elle. Je dors dans une chambre tout au fond. Elle a un très grand appartement qui ressemble à un château avec un long couloir. Je dors dans la chambre tout au fond. J'étais toute seule dans l'appartement à cette période-là. Je dors chez elle parce que j'étais en attente d'un nouvel appartement. J'ai mis à peu près 1 mois et demi à l'obtenir. Bon. Et en pleine nuit, quelqu'un tape à la porte de la chambre 3 fois. Tac, tac, tac. Je me dis, Charlotte, c'est une hallucination. Tu vois. Mais quand même, j'entends la personne qui tape 3 fois. Donc je dis quelqu'un est là, je commence à citer tous les noms des personnes qui habitent dans cet appartement, sauf qu'ils étaient tous en voyage, donc personne n'était là. Je tente de me rendormir, je me dis bon, la fatigue, tout ça, ça devait être au-dessus, etc. La personne en question retape à la porte 3 fois de nouveau, mais cette fois-ci plutôt comme ça. Et là je me dis c'est pas une hallucination, il se passe un truc. Et je sens une énergie dans la pièce qui commence à prendre sa place de plus en plus, mais c'est juste énergétique, tu vois. Il y avait
c'était légèrement... C'était en pleine nuit, mais il faisait pas nuit, tu vois. C'est-à-dire que le rideau était légèrement ouvert, qui laissait place à un peu de lumière extérieure. C'est les lumières des lampadaires, des trucs comme ça. Et en fait, là, je vois une ombre qui bouge juste devant moi, une ombre. Et je me persuade que c'est mon chien. À l'époque, j'ai un chien, un petit shih tzu qui s'appelle Flyby. Je me persuade que c'est lui, donc je lui dis, Flyby, va t'asseoir, tu fais du bruit. Et l'ombre continue de bouger. J'allume la lumière, je regarde toujours l'ombre pour l'engueuler, il n'y a plus d'ombre. Flyby est en train de ronfler et dormir complètement à l'opposé sur un fauteuil. Donc cette chose, c'était bien quelque chose, quoi. C'était bien un esprit, quoi. Et qui est-ce? Qui était-ce? Je sais pas. T'as pas une intuition? Je pense que la personne qui habitait précédemment dans l'appartement. Qui venait faire son coucou, quoi. D'accord. Donc ça, c'est une expérience. Tu disais que t'en as eu 2. Ouais. Et la deuxième, donc moi, je suis partie habiter 1 an et demi en Côte d'Ivoire, en 2015-2016. J'ai habité en coloc dans un appartement avec 2 Français, un très grand appartement, on avait chacun notre chambre, il y avait des grands couloirs, etc. À un moment donné, je me retrouve seule dans cet appartement. Et là, je vois passer, un peu comme dans un film d'horreur, un truc de Maboule, je vois passer une ombre, à côté de la chambre en détente, une ombre, qui marche, et je la vois passer sur le mur blanc, qui marche, et qui part. Et là, je me dis, c'est quoi ce délire, quoi. Je me lève, j'ai été surprise d'ailleurs d'avoir eu ce courage, parce que moi, je suis une flippette grave, c'est-à-dire que tout ce qui est un petit peu comme ça, surnaturel, je t'assure, Juliette, moi je te mets devant, c'est toi qui gères, quoi. C'est vraiment, je suis une flippette. Non, moi je suis en larmes. Toi t'es en larmes? Moi, mais rien que la première histoire, j'étais en larmes. Je sais pas si t'as vu, je suis planquée derrière. J'ai pas vu tes larmes. Non, moi je suis une énorme flippette. T'es une flippette aussi. Mais de malade. Donc devant les films d'horreur du type Conjuring et tout ça, tu flippes. Je suis même pas dans cette situation en fait. En fait, tu ne regardes pas. Non, never. Ouais, on se comprend. Moi, je suis une flippette grave. Un jour, avec 3 potes à moi, je suis partie dans la maison d'horreur du 10e arrondissement à Paris, qui a fermé. Je savais pas que ça avait fermé. Ouais. Alors, ça a peut-être réouvert, je sais pas trop, tu vois, j'ai pas suivi l'actualité exacte, mais j'ai entendu dire que ça avait fermé. Mais quand je te dis une flippette, je me pissais dessus, je les mettais tous devant comme des boucliers. J'ai même fait mal à un moment donné à une de mes potes en lui écrasant le doigt, fallait passer dans un mini-tunnel. Je savais tellement pas où prendre ma place, comment prendre ma place, que je la tenais en bouclier, je lui écrasais le doigt en même temps. En fait, je me suis dit, dans ce cas-là, en plus d'être une flippette, je suis même plus une amie. C'est-à-dire, je pense à ma gueule, faut que je me sauve moi, tu vois. Mes potes, c'est juste des boucliers, tu vois, les gars. C'est vraiment ce genre de cas, il n'y a plus d'amitié. Plus d'amitié. Entre eux et moi, c'est moi. Je vous ai dit, c'est l'épisode des béliers. Charlotte, non, le bélier, en plus, c'est pas vrai. Hein. Ils étaient en première ligne dans la Première Guerre mondiale. C'est des gens qui, les périls leur fait pas peur, normalement. Donc, c'est pas totalement vrai ce que je dis. Non. Mais là, c'est le surnaturel. C'est pas... Parce qu'à l'inverse, je suis la première. Et ça m'est arrivé plus d'une fois pour mes potes. Je suis un peu, moi, l'avocat du diable. Enfin, tu sais, je suis un peu la... Ça veut rien dire, je crois, ce que je viens de dire, l'avocat du diable. On s'en fout. Allez. On s'en fout. Et ben, en fait, je suis la première, moi, à défendre mes potes, je sais pas, auprès d'institutions, à leur écrire des lettres un peu de... Je suis très forte, moi, pour réussir à obtenir souvent ce que je veux, tu vois. Donc, je fais la même chose pour mes potes. Je suis la première à les défendre. Ça, c'est un vrai truc. Et je suis la première à... C'est juste que bon, là dans la maison de la peur, effectivement. Ah non, là c'est moi. Face aux fantômes, c'est à eux de m'aider pour une fois. Donc c'était bien en fait ce truc. Hein. C'était bien foutu en fait cette maison de la peur là. Hyper bien foutu. Maison de l'horreur. Hyper bien foutu, franchement. En plus, les gars, c'est des comédiens derrière le costume d'horreur et tout, mais. Ouais. Tu te fais poursuivre avec le mec avec un couteau. La tronçonneuse. Quelqu'un, à des moments, t'es un peu dans le noir, quelqu'un te touche la cheville. Enfin, non, horrible. Ouais, pas cool. J'aime pas. Ok. J'aime pas. Mais qui t'avait poussé là-dedans? Un pote. Ouais, ok, on l'embrasse. Donc quand même, les fantômes, t'en as vu et t'y crois. Ah ouais. Donc qu'est-ce qu'il y a après la mort? Bah, il y en a qui restent ici, quoi. Oui. Je pense qu'il y en a qui restent... je pense qu'il y en a qui n'avaient pas très envie de mourir et qui restent bloqués entre ici, le matériel, la matière et quelque chose de plus grand. Et c'est des personnes qui n'ont pas voulu quitter cette vie, quoi. C'est des vierges. Exact. C'est des vierges.
Salut les vierges. C'est des vierges. C'est vraiment ça. C'est des vierges, quoi, dans le maintien. Le maintien. On n'avait pas fini la vaisselle, j'ai fait une rupture de débris. Oh non. Sur le reste. Flemme. Alors, il y a de la magie dans la vie, on est Ouais. d'accord. Grave. Alors, où est-elle, cette magie? Partout. Là, je mange des chouquettes. Tu feras attention, à mon avis, en faisant ton montage. Mais déjà, je te les ai toutes dévorées. Mais attends, t'inquiète pas, hein, moi j'y vais tous les jours, j'aurai la même assiette demain. Et en plus, il en reste encore un petit peu. Prends-en, parce que je suis très gloutonne. J'ai Non, un moi, côté un peu... J'en peux plus, j'ai déjà vachement... T'as trop mangé? Ouais. Oui, dans tout, tu vois, ces chouquettes sont extraordinaires. Il y a de la magie, là, dans cette conversation que... Moi, j'ai beaucoup de gratitude, tu vois, de rencontrer des gens comme toi, d'échanger ce type de richesse conversationnelle. Je trouve ça hyper magique. Il y a de la magie dans le fait de parler avec des inconnus. Il y a de la magie à avoir cette possibilité de voyager, de prendre un train ou un avion qui t'amène sur un autre territoire. T'as de la magie dans la nature. Il y a de la magie dans les histoires d'amour. Il y a de la magie auprès des animaux. Tout à l'heure, Roger s'est calé, il me tue là, il dort, il est trop mignon. Il s'est calé à côté de moi, c'était magique, quoi. Tu vois, c'est... Non mais quel amour. Pour moi, il y a de la magie un peu dans tout. Et j'ai un côté très enfantin, moi, très émerveillée par les choses. Je suis beaucoup dans le cœur, donc la magie, je la vois partout. Partout. J'ai un côté très émerveillé, tu vois, malgré la vie que j'ai eue. J'ai un côté très enfantin, au final. Et qui explose de rire tout le temps. Le rire, dans mon expérience à ayahuasca, c'est fou. On devait faire un débrief à la fin de comment chacun l'avait vécu. Moi, ce que j'expliquais, c'est que j'avais l'impression qu'il y avait un robinet qui était ouvert avec du rire en illimité. Et ce qui est fou, c'est que j'étais venue avec cette intention de retrouver de la joie parce que j'ai écrit un livre qui sortira donc bientôt en janvier. Comment il s'appelle? Bestial. Il est très fort ce livre et il a un côté presque, même si c'est un témoignage, il y a un côté un peu presque politisé, tu vois. Très politisé. Et ça a été très intense pour moi, cette expérience d'écriture de livre. Et j'en ai un petit peu perdu mon émerveillement parce que c'était des sujets très forts, tu vois. Bon, pas très drôles aussi. Et je pars en ayahuasca avec cette intention de, s'il te plaît, la plante, redonne-moi cette joie de vivre que j'ai toujours eue, quoi. Et alors, ce qui est fabuleux, c'est que j'ai beaucoup de gratitude et de reconnaissance envers la plante parce qu'en fait, elle m'a permis de rire quasiment non-stop pendant toute l'expérience. Et ce que je disais quand j'ai fait un petit débrief auprès du groupe, je leur ai dit, j'avais l'impression que c'était un robinet avec de l'eau qui coulait en illimité. Et cette eau, c'était ma joie de vivre. Et en fait, j'ai une joie qui est inarrêtable. Et même dans la douleur, c'est-à-dire que même si demain il se passe des choses très lourdes, je traverse les choses lourdes toujours avec beaucoup d'entièreté, tout en restant en joie. Tu vois, j'ai une joie qui est illimitée. C'est génial, ça. C'est... Parce que ton cœur est ouvert. Oui, très ouvert. La joie, c'est le cœur. Hein. Ça vient du cœur, la joie. Ça vient pas... c'est le cœur. Mon cœur, il est méga grand ouvert. Vraiment, c'est mon organe préféré, quoi. C'est... Mon cœur est très grand. Hyper grand. Le cœur et le clitoris. Ah putain, le clitoris, évidemment. Et encore, j'ai pas baisé depuis 1 an. Hein. On laissera ton contact. Non mais... non, tu veux... Attends, c'est intéressant, je vais te parler de ce sujet. En fait, j'ai pas baisé depuis 1 an. Ce qui était très rare. Ce qui ne m'est jamais arrivé. C'est simple, ça m'est jamais arrivé. Moi, j'aime le cul, j'aime la vie, j'aime les rencontres, j'aime tout ça. Bon. Il s'est passé que, été dernier, je me mets à écrire un livre. Et en fait, ce livre m'a demandé tellement de concentration, sachant qu'en parallèle, j'avais un métier. Donc en fait, je faisais des séances et en même temps, j'écrivais. Donc mon temps était vraiment très étroit. Dans ce temps étroit, j'ai privilégié tout ce qui était essentiel pour moi. Donc c'est-à-dire la bouffe. Oui, sinon on meurt. Sinon on meurt. Et en termes d'humain, j'ai privilégié vraiment 2-3 personnes qui animaient au maximum mon âme. Le reste, j'ai mis de côté parce qu'en fait, je ne pouvais pas me disperser. Ce livre m'a pris beaucoup d'énergie. Et je me suis rendu compte que, durant l'écriture de ce livre, que les hommes n'animaient pas beaucoup mon âme. Parfois animaient mon clitoris, voilà. Et parfois... Et parfois pas. Et donc, je les ai mis de côté un peu naturellement par le biais de l'écriture du livre. Et en fait, au fur et à mesure que les mois ont passé, il y a d'autres prises de conscience qui sont arrivées. Je me suis rendu compte que j'étais dans un espace de vie un peu particulier,
c'est qu'en fait, autant les femmes, j'en suis pas très attirée sur un plan sexuel, je suis pas très attirée par les femmes. Moi, j'aime les beaux kikis, tu vois. En l'occurrence, je suis très amoureuse de l'énergie globale des femmes, tu vois. Je suis plus beaucoup, il se passe un des... Il se passe un truc là. Il y a un fantôme au-dessus là. Merde, il nous tape à la porte. Il se manifeste. Alors, j'aime pas les femmes. Autant je suis sûre de pas aimer les femmes sur un plan sexuel, mais je suis très amoureuse d'elles sur tout le reste, tu vois. Et les hommes, je suis assez amoureuse d'eux sur un plan sexuel. Mais alors là, c'est très genré et très casé ce que je raconte, et j'entends que selon l'évolution de quelqu'un, on peut voilà, bifurquer de cases et tout, parce que sinon c'est pas très intéressant d'opposer sans cesse les hommes et les femmes. C'est bon, c'est un discours qu'on entend assez, qui est pas très passionnant. Mais c'est vrai que je trouve que... En fait, moi, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui m'animent. Et donc, je suis un peu à cet endroit qui va tendre à évoluer, d'autant plus que, moi, je me remets tellement perpétuellement en question, je fais des rencontres tout le temps, des expériences, des voyages, que tout peut être amené à évoluer. Mais aujourd'hui, je suis un peu à cet endroit. Et à cela, tu rajoutes le fait que j'ai beaucoup bossé sur moi, et je continuerai jusqu'à ma mort, parce qu'il y aura plein de choses à regarder pendant 100 ans encore. Mais quand tu t'élèves ton niveau de conscience, je suis pas du tout, moi, à vivre dans des blessures hyper cartésiennes. J'ai pas ce truc de j'ai peur de mon ombre, j'ai peur d'être seule, j'ai peur qu'on m'aime pas, j'ai pas ces peurs. Donc moi, je suis hyper... De quoi t'as peur, tu me diras après. Oulala, je sais. J'ai peur, moi, de l'enfermement. C'est-à-dire que ma liberté, c'est quelque chose de tellement précieux. Tellement précieux. J'ai peur de l'enfermement physique. Pour moi, la prison, ce serait le pire truc au monde. Ouais. Je pense que je me suicide. Ah, sérieusement. Ou pas, parce que je suis pas assez courageuse pour me donner la mort, à moins que ce soit... T'as toujours de l'espoir T'as toujours l'espoir, je pense. Bah moi, mon côté bélier aurait tendance à se barrer, quoi. Je pense que je me démerderais pour me barrer. Et est-ce que tu as toujours espoir? Oui, jusqu'au jour où tu regardes en arrière, tu vois que ça fait 25 ans que tu es en prison. Donc ta plus grande peur, l'enfermement, c'est qu'on te prive de ta liberté. De très loin, ma plus grande peur. Ouais. De très loin. Raison pour laquelle, relationnellement parlant, et dans le relationnel, moi, j'aimais pas que l'amour amoureux. Hein. J'aimais la famille... que d'ailleurs j'ai plus beaucoup, j'ai coupé avec tout le monde. Bah oui, moi aussi. Toi aussi. Bon, voilà, du coup je n'aimais pas la famille. Bah ouais, t'as vu parce que Charlotte a un Instagram absolument génial où elle met des citations très inspirantes, et il y en a une que j'affectionne particulièrement, que j'ai repartagée ce matin, où tu parles du fait qu'en fait, la famille... c'est certainement pas les liens de chair, c'est en fait dans des choses, dans des rapports, des gens qu'on choisit en fait, et que ça nous permet, enfin, tu te souviens de cette citation ou pas? Bien sûr. Elle est un peu longue, je sais plus, j'arriverai pas à la redire, mais c'est ça en fait, la famille qu'on choisit. Et moi j'ai appelé mon podcast le 4 de bâton pour ça. Le 4 de bâton, c'est je mets de l'énergie dans les gens, et ces gens-là, ça s'appelle famille. Faire famille en fait. Voilà. On fait famille. Ouais. On n'est pas une famille depuis la naissance. Tiens, ça c'est ta famille, t'as pas le choix, tu dois la garder pour la vie. Non, si elle t'anime pas, elle t'anime pas. Oui, si elle te nourrit pas. Et pire, si elle te blesse. Si elle te tue, en fait, il y a un moment... tu dois partir. Moi, j'ai mis 35 ans pour comprendre que, en fait, j'avais pas de problème. C'était juste que ça s'était pas bien passé avec ma mère, et qu'en fait, non, j'étais pas une grosse merde. Enfin, parfois, c'est très... Moi, j'ai écrit un scénario qui parlait de la maltraitance dont j'ai subi et des rapports compliqués avec ma mère. Et j'ai rencontré énormément de productrices féminines, parce que je me disais, vu que c'est un sujet, ça va toucher les femmes en fait. Et toutes les productrices que j'ai croisées m'ont dit qu'une mère était évidemment... et une mère aimait son enfant en fait. Enfin, forcément. Et que ce que je racontais, c'était, voilà, elle ne le produirait jamais parce que c'est de la fiction, machin et tout. Donc non seulement c'est pas vrai, mais en plus de ça, c'est pas parce qu'une mère t'aime qu'elle t'aime bien. Mais surtout, c'est un discours qui est hyper culpabilisant, parce qu'en gros, quand une personne te dit ça et t'affirme ça et te met ça sur un plateau d'argent, prends-toi ça en pleine gueule, ça sous-entendrait... Bon, coûte que coûte, une mère est censée aimer son enfant, et coûte que coûte, une mère aime son enfant. Donc toi, quand tu prends ta situation, comment ça se fait que moi, on m'a pas aimé? En fait, c'est hyper culpabilisant. C'est pas vrai. Donc j'ai cru que j'avais et je suis encore en train de me soigner de ça. Mais à quel point la société n'entend pas qu'une mère n'aime pas forcément son enfant,
Ok, elles le font, il y a plein de schémas différents et tout ça, mais et en plus, il y en a un énorme paquet qui aiment mal. Alors, de toute façon, je pense que tu es capable de donner en fonction de ce que tu t'es donné ou de ce que tu te donnes. Donc, une mère qui ne s'est pas assez aimée, voire qui s'est autodétruite, voire qui s'est abandonnée ou autre, ne sera pas en capacité de te donner autre chose. Elle sera pas assez complète pour avoir de la matière à donner. Ce qui semble logique, quoi. Ouais. C'est comme dans les relations de couple, c'est comme dans ce que tu veux. D'ailleurs, il y a 98% des gens qui aiment terriblement mal, qui se prétendent en couple et que c'est l'amour et tout. C'est de l'ego, souvent. Pour moi, l'amour, c'est... De la construction sociale. Ou de la construction sociale, mais souvent guidée par l'idée de... J'ai un peu peur de mon ombre, j'aime pas trop l'idée d'être seule, c'est cool d'avoir un partenaire sur qui s'appuyer, tu vois. Ouais, mais ça veut dire que l'autre, tu l'instrumentalises, c'est pas son rôle. C'est pas son rôle, tu vois. Et en fait, l'amour, c'est donner, c'est pas prendre. Sauf que dès lors que t'as des insécurités vachement à vif, t'as tellement d'insécurités que viens me donner pour me combler. Mais en fait, c'est hyper égoïste quand tu y penses. Et en fait, quand on dit que l'amour, ça rend libre, et que c'est laisser partir l'autre dès lors qu'il t'aime plus, toutes ces personnes qui ont tendance à maintenir l'autre dans leur vie, c'est... Mais t'étais mon pansement sur mes blessures, là t'es en train de te décoller, je vais retrouver ma blessure qui sointe, c'est pas possible, genre reviens dans ma vie, quoi. Mais c'est hyper violent. Non mais quand on y pense et que vraiment on décortique le truc, c'est hyper violent, quoi. Donc l'amour, c'est la dernière question du podcast, mais il manque quand même des questions. On parlait de la magie, tout ça, j'ai quand même envie que tu me racontes une expérience magique, mais on va parler d'amour. L'amour pour toi, c'est donner. Ouais. Clairement. Mais c'est donner pour être en capacité... Ah oui, c'est donner sans attendre. C'est différent. Parce que tu as beaucoup de gens qui vont donner pour recevoir. Pour réussir à donner sans attendre, ça signifie être quand même déjà assez libéré de beaucoup de choses. Et pour moi, ça, c'est un joli geste d'amour. Je te donne, j'attends rien en retour. Et ce qui est joli, c'est que généralement... Tu donnes, t'attends rien en retour. Si vraiment tu reçois pas, tu pars. Avec ton ego juste de protection, etc., tu pars. Et je trouve que quand tu donnes sans attendre en retour, tu attires à toi des personnes qui sont dans une vibration assez similaire. Ce qui fait qu'au final, tout devient très circulaire et très, très beau, quoi. Et c'est drôle parce que tu me posais la question d'un moment magique. Bah, en fait, peut-être que le plus beau moment, c'est la rencontre avec mon meilleur pote, avec lequel j'ai des projets justement d'adoption, etc., tu vois, et c'est l'humain le plus libre. En fait, j'ai choisi dans ma vie un partenaire qui me ressemble le plus. Alors, il s'avérait que sexuellement, j'en ai pas envie, tu vois, il n'y a pas cette... Vous avez jamais essayé ? Si, on a essayé une fois. Et alors ? Bah, attends, après, si regarde le podcast... Bon, tu me raconteras plus tard. Le feu n'a pas... Pour plein de raisons. Moi, j'étais encore dans un deuil amoureux qui n'était pas du tout fini, donc j'avais encore la tête dans quelqu'un d'autre. J'avais pas, encore une fois, moi j'ai un rapport à mon territoire qui est très important et j'avais pas envie qu'on me touche, tu vois. Le truc s'est fait dans le feu de l'action, en plus de bélier, les béliers aussi, donc dans le feu de l'action, on finit par baiser, etc. Je suis vachement dans l'écoute de mon corps s'est dit non. On a essayé, c'était une expérience, on s'arrête là. Et alors, ce qui est magique, le bélier... Tu sais pourquoi c'est mon meilleur pote aussi ? Parce que, étant bélier, il me parle de la même manière et donc tout est simple. C'est-à-dire que quand je lui ai dit on s'arrête là, alors il est bélier et évolué. Et en fait, dans sa réaction, c'était d'une maturité. Il m'a fait Charlotte, pas de souci, évidemment. Écoute-toi. Et en fait, je le connaissais assez peu à cette époque. Donc, il aurait pu ne plus jamais me parler de ce dont, avec un ego bien masculin. Parce que vous étiez en plein acte et t'as arrêté le truc pendant l'acte. Non, c'est par la suite. Tu lui as dit écoute, ça se reproduira par Roberto. Roberto, ça se reproduira par. C'est exactement ça. Et en fait, il aurait pu ne plus jamais donner de nouvelles parce qu'encore une fois, on se connaissait peu. Et en fait, ce que j'ai trouvé magnifique, alors c'est peut-être l'homme le plus d'ailleurs féminin que je connais, c'est qu'il ne m'a jamais autant parlé tous les jours, il n'a jamais été autant présent, il n'a jamais été autant accompagnant, il n'a jamais été autant à l'écoute et tout qu'après cet événement, tu vois. Et ça, je me suis dit, oh putain, c'est rare. On se connaissait peu, c'est pas comme si on avait une amitié depuis 10 ans, on finit par coucher ensemble par la force des choses, ça se passe pas bien et on continue à être amis. On s'est plus ou moins rencontrés dans un contexte de séduction, tu vois. Et moi, très rapidement, bon, alors, on a fait ce qu'on devait faire, c'est plus ok, tu vois. Et le mec a été extraordinaire. Et c'est là où je me suis dit, oh putain,
j'ai trouvé le partenaire de ma vie. C'est-à-dire, peut-être pas l'amoureux comme ce qu'on pourrait entendre, mais une autre forme d'amour, tu vois. Ce qui me laisse la possibilité d'avoir des amoureux à côté, etc., tu vois. Mais c'est le partenaire de ma vie et qui est tellement là, en termes de tout ce qu'il représente, que beaucoup d'hommes me paraissent là. Et excuse-moi ma petite question de scorpion, mais t'es pas jaja, lui, de ses amoureuses? Oh là là, pas du tout. Ah. Mais plus que ça, moi, je suis pas jalouse du tout. Ouais. Ah oh là là, pas du tout. D'accord. Moi, je crois au couple libre, pas du tout jalouse. Ok. Par contre, je suis intense. Quand je t'aime, je t'aime. T'as Vénus en Verseau? Ouais. Oh ah ouais, bah t'es totalement polygame, J'ai Vénus en Verseau. Ah ouais, bah c'est les Vénus en Verseau. Ouais. Ouais. Moi j'ai Vénus en Capricorne, donc moi il me faut la bague au doigt. Hein. Ah bon? Ouais, pour que je me lâche. Non, je plaisante, mais... Tu crois au mariage, toi? Enfin, tu veux te marier? Ouais. Ok. Ouais. Je laisserai mon numéro également. Pour te marier, ok. Ouais. Ta photo, faut que tu viennes devant et... le mariage. Bon, ben voilà. Bon, attends, je veux que tu me racontes... Alors, attends. L'expérience magique, l'amour, quand t'as rencontré... Ma rencontre avec lui, elle était très magique et assez ouf. Tu peux me raconter alors? Mais ouais. C'était il y a quelques années, plein cœur de l'été. Je pars une semaine avec mon frère et mon neveu. On loue un van et on fait un peu le tour de la Dordogne. À la fin du voyage, on va déposer le van à Bordeaux. On l'avait loué à Bordeaux. Et moi... j'ai un train pour Biarritz pour rejoindre une copine. On part faire le GR10 dans les Pyrénées. Mon frère partait également à Biarritz pour passer une semaine avec son gamin. On est tous les trois assis face à la gare dans une brasserie en train de bouffer des pâtes. Notre train était dans 1 heure. Et là, il y a un grand dadé qui rentre dans la brasserie. Alors la brasserie, c'était à l'extérieur, c'était sur la terrasse. Il y a un grand dadé qui arrive avec son chien, son sac à dos de randonnée. Et je dis à mon frère... Le mec, je t'assure que je lui dis ça, je lui dis le mec qui vient de rentrer, que ma cam en termes de liberté. Mon frère qui me dit, Charlotte, ce que t'es intense, en quoi ce mec t'inspire la liberté alors que tu ne le connais pas? Et je lui dis, je t'assure que ma cam en termes de liberté, fais-moi confiance, je ressens, mon corps ressent que ce mec est libre, comme j'en ai très peu rencontré dans ma vie. Et le serveur le place où ce mec? La table d'à côté. La table d'à côté, son chien commence à jouer avec mon chien. Et là, on commence à discuter. Très vite, on part sur de l'astrologie d'ailleurs. Très rapidement. Ouais. Et très rapidement, je comprends qu'il est bélier, qu'il est en effet très libre, qu'il adore la randonnée comme moi, qu'il c'est un fan des animaux et qu'il est aussi dans un process d'émancipation familiale. Moi, j'étais également un peu en process d'émancipation à ce moment-là. Je me dis, la vie est ouf, comme mon corps l'a ressenti. On échange nos numéros. À un moment donné, mon frère me dit, il faut qu'on se grouille, le train va pas tarder. On échange nos numéros. On se parle un petit peu, le temps d'un été, tout ça, etc. Il habitait pas Paris, lui, il habitait Nantes, donc on savait pas trop ce que ça allait donner. En tout cas, on échange. Mais on échange de façon libre. Donc le libre, c'est pas tous les jours, qu'est-ce que tu fais, t'es où, alors t'as randonné, alors une photo. Non, c'est épisodique, mais c'était très fort de façon épisodique. Et puis, il s'avérait que peut-être qu'on se serait jamais revus. Encore une fois, on n'habitait pas au même endroit. Bon. Et fin d'été, moi, je rentre à Paris. Je me rends compte que j'ai pas du tout envie d'être à Paris. Je lui envoie un message. Hello. J'arrive. Plus ou moins. Je lui dis, hello, t'es où? Il me dit, je suis dans ma baraque en Vendée face à la mer. En gros, il avait une baraque. En plus de son appart à Nantes, il avait une baraque. Et il me dit, et toi? Je lui dis, bah écoute, moi, je suis rentrée à Paris, je me fais chier. Es-tu ok pour recevoir une inconnue chez toi? Parce qu'on était plus ou moins inconnus, tu vois. Ah bah total. Et total. 3 quarts d'heure dans une brasserie, oui, c'est inconnu ça, chérie. Inconnu. Et je débarque chez lui et on passe un week-end extraordinaire on baisse pas tout de suite, on baisse à la fin du week-end. On passe un week-end extraordinaire de conversations hyper puissantes, de rire. Moi j'adore le rire, je rigole du matin au soir, le mec me fait rire comme jamais. De balades, de connexion. D'ailleurs, je suis rentrée assez crevée parce qu'on a tellement discuté qu'on a très peu dormi. De bouffe, j'ai vite compris que c'est un très gros mangeur. Et de cul par la force des choses sur la fin du week-end, tu vois. Mais le cul, avec du recul, aurait pu aussi ne pas se passer. Je sais pas, ça a été comme une espèce de presque de finalité, comme si c'était la suite logique des choses d'un week-end, alors qu'en fait non. Tu vois, ça aurait pu ne pas arriver. Qu'est-ce que c'est que les rêves pour toi? Non, moi j'adore rêver. Je pense que les rêves, c'est
tout ce qu'on n'a pas envie de voir dans le conscient et dans le quotidien, tu vois. Et l'inconscient nous l'amène bien gentiment sur un joli plateau avec des ornements, des fleurs et ce que tu veux, quoi. C'est viens regarder ce que tu veux pas regarder parce que t'es dans le déni. Ouais. Est-ce que tu as eu des rêves marquants? Sans doute, mais j'ai pas de grands souvenirs, moi, de mes rêves. Après, j'ai des trucs classiques, sans doute, comme beaucoup de gens. J'ai souvent perdu mes dents, par exemple, dans les rêves. J'ai souvent perdu mes cheveux. Il y a souvent eu des deuils. T'as volé dans Voler les airs? dans les airs, ouais. Je pense les trucs les plus classiques qui reviennent assez souvent quand on vient les analyser, justement, en psychologie, je les ai eus, quoi. Après, non, pas de rêve marquant donc ça. Et des cauchemars? Oui, mais me semble-t-il de moins en moins. Comme on se souvient de pas grand-chose souvent au réveil, mais me Moi, j'en fais de semble-t-il... moins en moins, hein. Ouais. C'est un truc de... Ouais. Bah, ça prouve qu'il y a peut-être sans doute... Enfin, j'en ai plus fait un il y a pas longtemps, j'ai rêvé qu'une copine me noyait. Oh putain, une copine. Bah, je le dirais pas. D'accord, Mais une bonne copine. une bonne copine. Ouais. Et d'ailleurs, le lendemain, elle m'a appelé 2 fois, j'ai pas répondu, j'ai attendu le surlendemain. Genre ça t'a dérangé, quoi. J'étais un peu, je me suis dit, mais qu'est-ce que... Ouais, ça m'a Ah dérangé. merde. Bah, ça laisse des traces, quand même. Et je ne sais pas pourquoi j'ai fait ce rêve-là à ce moment-là. Peut-être qu'elle avait trop besoin de moi, je sais pas, je me suis sentie prise à enfin, étouffée, quoi. Parce que c'est ça, se noyer. Enfin, c'est plus pouvoir respirer. C'est fou. Et en effet, quand tu décortiques le truc, c'est une pote qui a souvent besoin de toi Ouais. et ça t'étouffe. Et je crois que j'avais beaucoup de rendez-vous, là, beaucoup de clients et tout ça. Et je voyais qu'elle m'appelait beaucoup la journée. Elle bosse moins que moi. Et ouais, j'ai rêvé qu'elle me noyait. Mais Donc, violemment, quoi, ouais, méchamment. ouais, Enfin, tu vois, ouais. un truc... je Putain, lui ai pas c'est- dit. Je lui ai pas dit. Mais est-ce que t'as fini quand même par poser une limite sur toutes ces... Parce qu'en fait, un ami qui se permet de t'appeler plusieurs fois ou de te mettre des points d'interrogation parce que t'as pas répondu à un message ou d'être un peu oppressant, souvent l'ami se le permet parce que la porte est ouverte. Ouais. J'ai un peu refermé le truc depuis le rêve. Ok, C'est venu pour m'aider. Je pense qu'ils sont là pour nous aider. bah oui. Et toi, c'est l'inconscient qui met sur le plateau vraiment quelque chose. Allez, tu le vois. Arrête d'être en déni. Regarde. Donc c'est ça en fait. Regarde, voilà. Ouais. Regarde bien ce qui se passe et arrête de mettre des œillères. Voilà. Parce qu'à un moment donné, ça finira par ressortir et sans doute beaucoup plus violemment qu'aujourd'hui. Donc là, je t'apporte vraiment un cadeau en te le présentant dans tes rêves aujourd'hui, quoi. Ouais, je pense que c'est intéressant d'ailleurs d'analyser ses rêves, parce que dans l'analyse d'un rêve, il y a beaucoup, beaucoup de vérité, hein. C'est une sorte de psychanalyse, le rêve, finalement. Mais inconsciente. Voilà. Moi, j'adore rêver. J'adore dormir, d'ailleurs. Je suis une couche tôt, une lève très, très tôt. Naturellement, je me réveille vers 6h, mais sans réveil, ça, depuis l'enfance. Et j'aime l'idée de me coucher vers 22h, quoi, tu vois, max. J'aime dormir, j'aime me coucher tôt, j'aime les heures d'avant minuit. J'aime rêver, j'aime ce qu'apportent aussi les psychédéliques en termes Alors on y va. de les l'ouverture de la psychédéliques. conscience. Alors, tu parlais de la plante que tu es allé prendre. As-tu eu des expériences avec les drogues? Si oui, lesquelles? Et raconte-nous ce que tu as envie de partager avec nous sur les drogues. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai eu quelques expériences tardivement. Tu vois, c'est ça qui est fou. J'étais même plutôt anti-drogue. Alors, anti-drogue, tout est relatif. Je pense qu'entre 18 et 24 ans, j'ai pris des extas, tu vois, ce genre de drogue. Mais c'était très rare et ça faisait pas non plus partie de ma vie, tu vois. Les psychotropes, j'ai commencé à m'y intéresser assez tardivement, c'est-à-dire il y a 2 ans. Et depuis, ça fait complètement partie de ma vie de façon intégrale. C'est-à-dire que très régulièrement, moi, je fais des microdoses de LSD, qui sont des cures de 3 mois. C'est absolument extraordinaire pour être focus, aller droit au but, l'essentiel, la connexion, le centrage. Quand tu es sur un projet qui te prend un peu d'espace, par exemple mental ou autre, c'est hyper important de réussir à ne pas te disperser, tu vois, donc ça aide beaucoup. J'ai pris un peu de MD et de LSD, mais dans un contexte très récréatif, c'est-à-dire que c'était soit amusant, soit très connecté à la musique, mais sans que ce soit forcément une expérience de guérison. J'ai fait quelques tripes de champignons, en effet. Ça m'a toujours apporté beaucoup de rire et beaucoup de connexion à la nature, parce que la majorité des champignons que j'ai pris, c'était dans un contexte de nature. Soit des grosses randonnées, des promenades en forêt.
c'était extraordinaire. J'ai pris conscience de mon amour pour la nature sous champignons. Je trouve qu'on la néglige, la nature, dans le quotidien. On la regarde pas assez, on la considère pas. Et les champignons m'ont permis de me reconnecter. En cours, oui, j'ai pas grand chose auquel... Enfin, ouais. Bah, t'as des fausses plantes, tu vois, par exemple. Ouais. Non, ça c'est des vrais, mais elle est pas en forme. Voilà, rapport à la nature. La plante qui est morte, à moitié morte. De vivre en harmonie avec la nature, y a quelque chose de très apaisant et tout ça. Mais bon, nous, on est des citadines, donc... Oui, mais alors après, tu vois, on a quand même la chance, je trouve, d'avoir des super bois. Mine de rien, tu vas au bois de Vincennes, c'est un bois qui est grand. Tu peux marcher sans souci, je le fais souvent avec mon chien, tu peux marcher sans souci 3-4 heures sans t'arrêter. Tu as plein de petits chemins. On ira ensemble alors. Ah, mais avec plaisir. Avec du LSD. Avec du LSD, ouais. Alors moi, le trip LSD en soi, je trouve ça un peu intense. Je préfère la microdose de LSD. D'accord. Et après, je préfère la MD au LSD. Ouais, moi j'adore la MD. Bah, MD, c'est la drogue de l'amour, quoi. Ah, c'est waouh, t'es dans le love to love avec la terre entière. Tu aimes les gens, quoi. Ouais. Sous MD, tu n'es que amour. Et en fait, on n'est que amour. Si seulement on se guérissait tous de nos blessures, nos blocages qui viennent abîmer et nous rendre plus violents, si on enlevait tout ça par le biais de la guérison, on n'est que amour, on est une énergie d'amour. Hein. Et c'est vrai que quand tu prends de la MD, en fait, tu te reconnectes à cette énergie d'amour et c'est magique, quoi. Et pour toi, les drogues, ça nous permet d'accéder à d'autres dimensions, ça permet quoi? Ouais, c'est ça en fait. Je trouve que ça permet d'atteindre des niveaux de conscience que tu n'as pas par le biais de la thérapie classique. Et moi d'ailleurs, en fait, depuis 2 ans, je me suis beaucoup mis au psychédélique, etc. Parce que je commençais à me faire chier comme un rat mort en thérapie classique. En fait, et peut-être que j'y reviendrai, mais j'ai commencé, moi, les thérapies classiques très tôt, c'est-à-dire à 12-13 ans. 12-13 ans avec une grosse intensité entre 18 et 30 ans. Bon, il y a un moment donné où... Là, j'ai même créé un e-book avec mes 100 thérapeutes préférés sur Paris, mais foncièrement, j'aurais pu en mettre 200 et pas 100 tellement je suis allée voir des humains, tu vois. Et en fait, ça y est, enfin, je savais plus quoi raconter, quoi dire et tout, sauf que comme la remise en question est pour moi quelque chose de très puissant, et je ne mettrai jamais ça de côté parce que ça te permet un niveau de conscience assez éveillé, je me suis dit, attends, je peux pas m'arrêter là et avoir l'impression que tout est acquis. C'est pas la vie que je rêve, j'ai envie de continuer. Et donc, je me suis mis par la force de la vie, des rencontres, etc., des opportunités aux psychotropes. Et depuis, j'en sors pas parce qu'en fait, à chaque expérience... Tu vois, j'aime bien dire que la vie est un espèce de jeu vidéo et à chaque expérience, j'atteins un palier supplémentaire, mais que je trouve ouf. Mais ouf. Et ça te donne aussi une conscience de toi en pleine confiance. C'est extraordinaire. C'est assez fort ce que tu dis, je comprends très bien, c'est ce que j'ai vécu. Dans toutes tes expériences. Ouais. Après, j'ai eu des expériences plus ou moins cool, hein. Alors, c'est très important de le rappeler. Hein. C'est pas que de la joie, du rire et tout ça. Hein. Il faut être prêt. Mais d'où l'importance en amont, et même pendant, de la thérapie également la plus classique pour venir également décortiquer des choses. Parce que si t'as jamais rien fait et tu vas en te disant, allez hop, une copine m'a fait comprendre que telle retraite était sympathique, mais t'es jamais allé voir tes parts d'ombre, t'es dans la merde. Je pense que la retraite, elle sera... Meurtrière. Non, mais meurtrière. Non, ouais. On va pas se mentir, ça te demande vraiment d'être allé regarder ce qu'il y avait besoin de regarder en amont. Moi, j'ai fait venir un chaman dans le cadre de Bâton Studio, c'est l'épisode Dionyso, et il me racontait hors antenne, alors je sais plus si on en a reparlé dans le podcast, mais un jour, des gens qui repartaient fous. Hein. De ce type d'expérience. Ouais. Et t'as parlé du type de profil? C'est des gens qui arrivent, qui ont jamais travaillé sur eux et qui disent ouais, je veux vivre une expérience spirituelle, enfin ils savent pas du tout, enfin tu vois ce que je veux dire, des espèces de caricatures de citadins qui prennent un ticket, enfin tu vois, qui achètent un ticket, ils ont l'impression d'être à Disney, quoi, tu vois ce que je veux dire. Surtout qu'il y a un espèce de truc un peu à la mode qui est très véhiculé par le biais des réseaux sociaux, notamment sur la spiritualité, toutes ces choses, quoi. Alors ça peut aller du yoga kundalini
aux psychédéliques en tout genre, tu vois. Il y a un truc un peu à la mode autour de ça, mais en fait, faut pas le prendre à la rigolade. Derrière tout ça, il y a de la guérison notamment. Donc en effet, si t'as jamais rien fait... Bah, Alors, c'est peut-être pas... Après, bon, faut bien commencer quelque part, quoi. Mais bon, c'est peut-être un peu violent. bah pourquoi pas, parfois il y a des personnes qui ont besoin d'une telle violence pour réussir à comprendre, à décoder des messages. Ouais, Tu peux aussi te faire chier comme un rat à mort chez un psy, hein. ouais, ouais. Donc pourquoi pas. Donc les drogues, oui. Oui, mais tu vois, j'y mettrais vraiment la partie psychotrope, c'est-à-dire dedans, j'y mets l'ayahuasca, les champignons, le LSD, j'y mets... MD. Ouais, MD. J'y mets pas du tout, j'ai jamais pris de ma vie de la cocaïne, j'ai pas pris de... je fume pas de pétard, et à la fois c'est de l'herbe, tu vois, mais... je suis totalement pour les drogues qui permettent une introspection tellement puissante que ça élève et ça éveille ton niveau de conscience. C'est ce type de drogue qui me parle. Je suis pas très fan, moi, de la drogue récréative, de défonce. J'aime pas. Moi, je suis un peu un... J'ai besoin d'être un arbre, tu vois. Et l'arbre avec vraiment les racines bien ancrées, avec ses feuilles de confiance bien vertes, tu vois, mais quelque chose de très aligné, tu vois. Et donc, du coup, les psychotropes qui permettent l'évolution. C'est un grand oui. Vraiment. Ok. Mais l'héroïne, non. Non. La cocaïne, Non. Un pétard, ça va. Je sais pas fumer, moi je crapote, je suis un peu un bébé. Je sais pas fumer, mais pourquoi pas. Mais le volcano, j'ai déjà testé à Amsterdam. C'est genre un pétard, mais que tu inhales, tu vois. Bon, pourquoi pas. Mais ça me défonce de trop, même les space cakes et tout ça. Je rigole beaucoup. Je rigole beaucoup, mais ça me fatigue. J'ai les yeux... tout l'inverse de la pleine conscience, quoi. Je te vois pas, je vois flou. Enfin, c'est pas... Moi, j'aime les trucs qui viennent ramener de la puissance et de la couleur dans ta vie, quoi. Pas ce qui vient t'éteindre. Est-ce que tu crois au destin? Les choses sont-elles écrites? Non, je crois qu'on est guide de beaucoup de choses pour nos propres vies, quand même, hein. Non, moi je suis pas pour l'idée du destin. Parce qu'en fait, si tu t'endors sur le destin, à ce moment-là, si on revient aux injustices sociales, tu te dirais que dès le départ, selon ta classe sociale, selon ta couleur de peau, selon ton handicap, selon ci, selon ça, t'es prédestiné à je sais pas quoi, tu vois. Je te l'accorde que selon peut-être d'où tu viens, selon ton éducation, selon tes croyances limitantes, selon plein de trucs, et peut-être que l'ascension de ton évolution, etc., et moi je parle vraiment d'évolution de l'âme, hein, tu vois, pas que l'évolution, la réussite, etc. C'est sûr que se fera peut-être plus difficilement pour certaines personnes que pour d'autres. En l'occurrence, tout est possible, tu vois. Dès lors que tu fais le choix d'aller vers une rencontre, de parler à quelqu'un, de te confronter, de te remettre en question, d'oser y aller, de machin, tu peux amener à toi ce que tu souhaites et ce que tu désires. Si tu restes sur la notion de destin, on est tous dans la merde alors. Non mais tu vois, on est tous dans la merde à ce moment-là. Tu reviens à l'idée, j'ai une famille avec pas mal de carences affectives, Waouh. Et aujourd'hui, t'es dans l'abondance et t'es... Ouais, on est maître de notre destin. Ouais. Tu vois, je te donne un exemple. Et on est responsable de ce qui nous arrive. Exact. Alors, à moindre mesure, moi je nuancerais si par exemple là, je sors de chez toi, je me balade dans la rue et un humain me court après avec un couteau et me met 3 coups de couteau dans la nuque et que j'en meurs, à quel point je suis responsable et à quel point le fruit du hasard fait que j'ai été là à ce moment-là dans la rue. Bon, peut-être pas responsable, mais oui, si on prend la vie dans sa globalité, bien sûr. Je pense que c'est important de récupérer nos responsabilités de ce qui nous arrive et c'est aussi ça, être adulte au final, tu vois. Et moi, je voulais te donner l'exemple de mon frère. Factuellement, mon frère, on a eu des expériences similaires. La DAS, la rue, la domination de l'adulte sur l'enfant, l'injustice et tout. Et d'ailleurs, on se parle plus avec mon frère depuis j'ai décidé de couper il y a 1 an, mais on est connecté au niveau de l'âme. Mais moi, j'aime bien l'idée de m'entourer de personnes qui sont à un niveau de conscience un peu similaire, sinon j'ai toujours l'impression de revenir à la matière, tu vois. Mais mon frère et moi, même si on a vécu des choses similaires, on est les deux opposés sur nos perceptions de l'expérience, sur sur ce qu'on vit dans le quotidien, sur nos rencontres, sur les deux opposés. Et je pense que juste moi j'ai vécu les choses avec beaucoup d'ouverture du cœur dans tout ce que j'ai fait, et il l'a vécu avec davantage de fermeture à cause de ses peurs, quoi. Et là où on est responsable, c'est Il est plus grand ? Ouais, de 2 ans.
de 1 an et demi. Il est scorpion, lui. Scorpion. Et donc oui, là où on est responsable, c'est dans la conscience de tout ça et venir travailler dessus, quoi. Dernière question, après tu vas te tirer une carte. Ouais. Et on va l'interpréter ensemble. En quoi tu crois, si tu devais rajouter quelque chose dont on n'a pas parlé, en quoi tu crois? Moi, je crois en l'évolution de l'humain. Tu vois, je trouve qu'on est dans un monde où il y a sans doute plus d'humains pas éveillés que d'humains éveillés. Et je crois au potentiel et aux possibilités de l'évolution de l'humain. Et pour moi, c'est important d'y croire, parce que sinon, autant se tirer une balle et mourir demain, quoi. Enfin, tu vois, quand on dit souvent, on est dans un monde malade, violent, les humains sont violents, bon, c'est un peu binaire, tout ça. Enfin, le monde est violent. Enfin, le monde est violent de ouf. De ouf. Mais qu'est-ce que t'en fais de ça? Qu'est-ce que t'en fais, tu vois? Et moi, je crois en l'évolution de l'humain. Mais ça demande l'évolution individuelle demande vraiment de se bousculer ou de savoir traverser l'effondrement. Si tu restes dans des petites cases confortables, mais au final inconfortables, il n'y a pas d'évolution possible. Je trouve que l'évolution, elle existe par le biais de l'effondrement de tes acquis, de tes idées reçues, tu vois. L'effondrement. Donc parfois, il faut qu'il t'arrive des choses compliquées dans ta vie pour justement pouvoir évoluer. Donc ne pas avoir peur de ce qui se passe derrière ta porte de protection, quoi. Il n'y aura pas des dinosaures qui vont te manger. En fait, c'est ça. Et dommage. Parce que adoré. Ce serait fun. Ouais. Un petit vélociraptor. Oui. Qui rentrerait là. Un T-Rex. Au balcon. J'adorerais, moi. Mais j'entends et je peux comprendre que dès lors que tu as vécu une vie qui semblerait plus confortable, c'est pas évident de se dire allez là, je prends mon ticket pour aller travailler sur moi. Je trouve que c'est plus évident d'avoir l'approche du travail sur soi quand en fait tu regardes ta life et t'as pas le choix, quoi. Ouais. Quand tu regardes ta life, t'as pas le choix parce que c'est la merde. Il n'y a pas le choix que d'aller prendre ce ticket et d'y aller. Quand les choses ont été à peu près confortables, c'est ce que me disait mon chaman d'ailleurs ce week-end. Il disait que lui à la base il avait eu une vie plutôt confortable, mais qu'il est conscient que ça vient amener beaucoup de mollesse. Trop de confort. Quand je dis confort, c'est pas confort matériel, c'est le confort de même pas. Mes parents sont super sympas. Exact. Ça s'est bien passé avec mamie. J'ai été bonne à l'école, j'adore mes études. Exact. J'ai rencontré une femme formidable avec qui je vis. Mon beau il est sympa, mon vélo il est tout rouge. Bon bah là oui. C'est l'inverse de ma life. En fait, je crois, c'est l'inverse de ta life. Mais je pense, tu vois, c'est marrant ce que je veux dire. Moi, toutes les personnes les plus ancrées que je connais, au final, aujourd'hui, c'est des personnes qui ont vachement vécu d'effondrement. Ouais. Et toutes les personnes, finalement, les plus blessées que je connais, notamment qui ont la peur de l'abandon, qui ont plein d'insécurité, qui ont peur de ne pas être aimées, c'est souvent des personnes, en fait, quand tu viens analyser le rapport familial, par exemple, bah, c'est des personnes qui ont souvent leurs parents au téléphone, c'est des personnes qui ont des habitudes, voilà, qui vont souvent, je sais pas, au ski avec leurs parents, qui vont souvent... Et en fait, pourquoi pas? Moi, je m'en fous de ce que vit chacun, il n'y a pas de jugement de valeur. Mais donc souvent, la personne, en fait, elle n'est pas réellement dans son plein potentiel. Il y a un truc de, comme me disait mon chaman, il y a un truc un peu de mollesse, tu vois. Comme la personne va suivre le mouvement de ce qu'on lui a proposé, bah, il y a un niveau de conscience qui est souvent plus fragile. Bah, même niveau zéro, souvent. Ouais, alors même niveau zéro. Après, parfois, la personne va faire quelques thérapies, va truc, mais je trouve que ça vaut souvent... pas grand chose, tu vois. Rien n'est plus formidable que l'effondrement. Je suis d'accord. Au Et final. est-ce que tu peux nous raconter un effondrement que tu as vécu ou pas? À part, sans parler de ton enfance. Ah bah 2023, donc il n'y a pas si longtemps, il y a 2 ans. Ah bah oui, ouais. Ouais, il y a 2 ans. Hier. Non mais avec du recul, merci à la vie. Ça m'a apporté au final une liberté fois 1000. 2023. Entre le mois de mai et le mois de juillet, quand je te dis que tout s'effondre, c'est tout. Par où commencer? C'est période en plus. 2 mois. Ah non mais c'est très court. Mais tout s'effondre. Je coupe avec l'intégralité de ma famille. Je perds la tutelle de ma mère, qui est schizophrène, auprès de la justice. Je ferme un lieu, le fameux lieu dont je parlais tout à l'heure. Alors ça a été avec le cœur que je l'ai fermé. Hein. Il me nourrissait pas. Mais mine de rien, je le ferme avec tout ce qui va avec, les dettes, les trucs, les machins. Bon voilà. Mon copain avec qui j'étais à l'époque, alors pour le coup il n'était pas du tout dans un niveau de conscience si évolué que ça,
Et je l'ai choisi, je récupère ma responsabilité. 4 ans auparavant, c'est moi qui l'ai choisi, donc je venais sans doute chercher quelque chose dans ce niveau de conscience. Me quitte, parce que pour lui, c'était trop intense, tout ce que je vivais. Me quitte. Bravo. Attends, c'est pas fini. Écoute, tu passes une période de merde, donc je vais me barrer. C'est quoi ce mec? Alors en fait, il me quitte. Écoute, c'est un peu compliqué là. Il me quitte parce que je lui aurais dit, c'est vrai que ça c'est mon côté bélier, je lui aurais dit, écoute, je sais pas trop ce que tu m'apportes, tu vois. Ah oui, bon bah ok. Bon. J'ai remis en question, en fait, j'ai mis en question le sujet sur la table. Que m'apportes-tu, tu vois? Je prenais conscience qu'il n'était pas à la hauteur. Et en fait, j'avais pas la force tout de suite et maintenant de le quitter, parce que je vivais un truc hyper intense. Je lui dis, mec, qu'est-ce que tu m'apportes? Waouh, bah là, il me dit, écoute Charlotte, si je t'apporte pas grand-chose et que moi je me sens pas à la hauteur, je préfère prendre la porte et partir. Donc il part. Et le tout en même temps, quoi. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? J'avais un peu de problème de santé à ce moment-là. Enfin, sur 2 mois, ça a été très intense. Et alors, ce qui est fou, et sur le coup, on se rend pas compte. Hein. Sur le coup, tu perds du poids, t'es fatigué, tu manques de fer, tu as perte de cheveux. J'ai perdu 30% de ma masse de cheveux. Bon, sur le coup, tout est très intense. Et alors, ce qui est absolument fou, c'est que par la suite, je me suis sentie vivante comme jamais. En fait, ce qui s'est passé là pendant ces 2 mois, c'était un nettoyage en réalité de tout ce qu'il fallait qu'il dégage de ma vie. En fait, mon ancien copain, je pense que déjà, je l'aimais plus. Le lieu dans lequel j'étais, ça venait nourrir un espèce d'ego, besoin de reconnaissance sociale ou ce que tu veux, mais ça nourrissait pas du tout mon cœur. La famille, ça faisait des années et des années que je me disais, qu'est-ce que je fous ici, tu vois. Enfin, en fait, plus je travaillais sur moi, plus ça devenait des boulets, tu vois. Alors par contre, j'ai fait un truc, la façon dont ça s'est fini, hein, cette relation familiale, parce que de couper avec toute sa famille en même temps, c'est quelque chose. J'ai fait quelque chose, d'ailleurs, vous le verrez dans le livre, parce que dans le livre, je suis la plus entière du monde, je te balance tous les bails, quoi. Il y a vraiment, J'ai tellement hâte de le lire. C'est transparent comme jamais, donc vous verrez ce qui s'est passé, mais j'ai fait quelque chose pour créer le départ au final, quoi. Et ce qui est fou, c'est que les 2 ans qu'on suivit, après cette période d'effondrement qui a été très douloureuse, les 2 ans qu'on suivit, j'ai jamais de ma vie été autant corps, cœur, esprit aligné. Tout est... Ah mais je te crois. Ouais. Tout est solide, tout est... tout en étant vulnérable, tout est beau. Ça, c'est la carte majeure de la tour qui raconte que si en fait on se planque dans la vie, on se planque dans des tours d'ivoire, on croit que ça nous protège et en fait ça nous emprisonne. Et la vie, quand elle est assez sympa, elle provoque un effondrement. C'est la carte majeure de la tour. Et elle te dit que même si t'es bouleversé, t'es déstabilisé, t'es perdu pendant la tour, enfin tu sais plus qui t'es, enfin tu dis je manque de fer, enfin il y a vraiment, enfin t'as plus de protection quoi, tu perds ton appartement brûle, tout part à volo quoi. Et du coup ça te permet de reconstruire sur des bases plus solides. C'est en fait un énorme cadeau. Les accidents, mais même le cinéma le montre, tu perds l'usage de tes jambes, c'est un drame. Et bah souvent tu gagnes quelque chose qui te manque. Enfin, c'est dans tous les films, enfin, tu vois, c'est souvent ça en fait. J'y crois à fond. D'ailleurs, j'ai connu pas mal de personnes, moi-même jeunes, hein, qui ont eu des cancers. Et leur version d'elles avant et après la maladie, un fossé. Elles ont souvent rencontré et gagné beaucoup de choses par la maladie au final. Hein. Évidemment. Moi, je crois énormément quand on survit, hein. Bien sûr. J'ai 2 copains qui sont partis d'un cancer jeune. La vie, quoi, tu sais. Ouais. Bon, bref, on va pas terminer ce podcast sur une touche comme ça. Est-ce que ce tarot te tente? Oh oui. On prend celui-là. Je te prends les chouquettes 2 minutes. T'as tout tarot. Alors, comment ça se passe? Alors, tu vas le prendre dans les mains. Ouais. Et puis, tu vas... Waouh. Est-ce que t'as vu mes beaux ongles? Ah bah, évidemment, je ne regarde que ça. Parce qu'on les voit mal, mais... Alors, attends, il faut faire le point. On fait le point. Regardez-moi ces ongles sur l'ermite en plus, le sage du zodiaque. Oh là là. Alors, tu mélanges le tarot. D'accord. Tu respires bien. Et tu vas... Une fois que tu es prête... Alors déjà, est-ce que tu as une question? Non. Ok, on va voir les énergies que tu incarnes aujourd'hui. Allez. Ou un message qui vient à nous. Allez. Ok. Une fois que tu es prête, tu poses le paquet sur la table, les illustrations retournées. Ouais. Et tu coupes en 2 avec ta main gauche. Avec ma main gauche. Pose-le sur la table. Ouais. Et je coupe en 2 avec cette main. Ouais. Attends, on va venir... Ouh, travelling. Waouh, t'es forte. Réalisatrice malgré toi.
Ok, le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est ta carte de coupe. C'est-à-dire qu'on va parler d'amour. Ça va être un message d'amour qui va venir. D'accord. T'étales le paquet comme ça. Tu vois, ouais, voilà, pour que tu puisses toutes les voir. Ouais. Et tu vas en tirer une. D'accord. Le 9 de coupe te parle du fait que tu es en train de manifester quelque chose qui te tient grandement à cœur. Oh là là. Et le sujet, c'est l'amour. Ok. Tu la retournes ? Ouais. Enfin, je la retourne. Alors, qu'est-ce que tu vois ? Un mec déjà, c'est pas une femme. Tu peux nous la montrer ou pas ? Bien sûr. C'est un homme qui donne presque l'impression d'être je sais pas, un maréchal ou... Ouais. Tu vois, non, mais c'est vrai, hein, il y a un côté un peu historien, un peu... Oui. Un peu Hitler même. Ah, oh là là. Quelle horreur. Tu m'as donné la pire carte. Attends, c'est vrai, attends, il détient dans sa main des diamants. C'est un capitaliste déjà. Arrête, ça c'est ce que je fuis, ce genre de truc. Pas du tout. Ah, c'est pas ça. C'est un valet. Oh. C'est un valet de denier. Qu'est-ce que toi, cette... Attends, on va d'abord faire toi ton... Bah déjà, moi je m'appelle Charlotte Valet. Ouais, ok, donc on tire un valet. Ok. Bah le valet, il y a quelque chose d'assez dans un valet de serviable déjà. Ouais. J'imagine la personne serviable, plutôt présente, qui t'accompagne dans la vie. Il y a toujours ce diamant là dans sa main voilà là, il me donne de l'abondance. Il vient accompagner mon abondance. Il m'accompagne à ce qu'il y ait encore plus d'abondance. Ok. Et juste parce que tu parles du fait que tu t'appelles Valet, et tu sens ce truc-là que dans ton nom, il y a la nécessité en fait d'accompagner les gens, tout Non. ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Tu faisais juste la remarque comme ça. Ouais. Ok. Non, pas du Le tout. valet de denier, je vais te dire ce que ça veut dire. Ok. Ça veut dire que c'est l'apprenti. C'est l'apprenti pentacle. C'est l'apprenti denier. Ça veut dire que tu es en train d'apprendre à développer un outil qui te valorise et qui valorise ton équipe. Et qui permet aux gens de valoriser. C'est certainement ton livre, ou en tout cas il y a un projet qui est assez jeune, c'est-à-dire il n'est pas encore, le livre n'est pas encore sorti, ou quoi qu'il en soit, c'est l'énergie que tu incarnes aujourd'hui. C'est qu'en fait, tu es l'éternel élève. Tu es toujours en train d'essayer d'apprendre des nouveaux outils pour pouvoir effectivement valoriser les gens, te valoriser toi et valoriser ton équipe en fait, que les choses soient valorisantes. Voilà, c'est la carte que tu tires. Ça me parle. Moi, j'ai un besoin d'apprentissage, mais permanent. Je meurs sans apprentissage. J'ai un besoin d'apprentissage tout le temps. Et autant de personnes qui en ont fait leur métier, tu vois. Ça peut être des professeurs, ça peut être des guides, ça peut être des chamans, ça peut être des conférenciers, que d'amis. J'ai besoin, même chez mes amis, d'apprendre énormément. J'ai souvent tendance à partir de l'amitié dès lors que j'apprends plus. Je suis à la recherche d'apprentissage non-stop. J'ai besoin d'élévation perpétuelle. J'arrive pas à m'endormir sur l'idée de c'est un ami d'enfance et donc de ce fait, il est censé rester dans mon entourage, tu vois. Si j'apprends plus, je pars. L'apprentissage... T'as de la chance d'avoir cette liberté, de t'octroyer cette liberté. De partir ? Ouais. C'est marrant parce que tout à l'heure, on parlait du fait que tu étais une vieille âme. Ouais. Tu tires la carte de la jeunesse. Le valet, c'est la jeunesse. Bah, peut-être que je vais devenir un peu jeune maintenant. En fait, jusqu'à 35 ans, j'étais peut-être, comment on l'appelle, Mamie Feuillage en Pocahontas, là. Oui. Voilà, grand-mère Feuillage. Ouais, grand-mère Feuillage. Et 35 ans à mes 185 ans, la jeunesse. Ouais, c'est ça. Je vais devenir de plus en plus jeune. C'est ça. On te dit de ne pas oublier de planter des nouvelles graines en permanence dans ta vie. Ok. Charlotte, j'ai adoré cette conversation. Merci beaucoup. J'ai adoré te poser toutes ces questions et j'ai adoré tes réponses. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, mettez 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Parlez-en à vos amis. Écoutez les autres épisodes du podcast. Voilà, vous pouvez me retrouver sur TikTok et sur Instagram. Pour des consultations en privé avec moi, on se retrouve sur le site du 4 de bâton, le4debâton.com.
Et n'oubliez pas que si on y croit, nos rêves se réalisent. Bonne chance. On se retrouve au prochain épisode ?